Mariée depuis 5 ans, je n'osais jamais l'appeler au travail. La nuit où ma voiture a été détruite sous la pluie, la conductrice fautive a appelé son petit ami. En voyant l'homme qui s'est approché, je fus sous le choc. Mariée depuis 5 ans, je n'avais jamais osé appeler mon mari et le déranger pendant ses heures de travail. La nuit où ma voiture a été réduite en miettes sous une pluie battante, la conductrice responsable de l'accident a appelé son petit ami pour qu'il s'en occupe. Mais au moment où j'ai vu l'homme sortir et enrouler son manteau autour d'elle, je me suis figée et mon téléphone m'a échappé des mains. La pluie de Lyon tombait sans discontinuer depuis 19 heures, si dense que les lumières du pont de Fourvière n'étaient plus que des halos flous derrière mon pare-brise. J'avais quitté la pharmacie il y a moins de 10 minutes, et le médicament pour l'estomac de Charles était sagement posé sur le siège passager. Son médecin lui avait déconseillé de boire du café à jeun, mais il ne s'en souvenait jamais. Depuis 5 ans, celle qui se souvenait toujours pour lui, c'était moi. J'ai ralenti à l'approche du carrefour car la route était glissante et le trafic s'accumulait sous l'averse. Juste au moment où le feu est passé au rouge, un SUV blanc a surgi de la droite comme s'il avait perdu ses freins. J'ai à peine eu le temps de voir les phares m'aveugler avant d'entendre un craquement terrifiant. Ma voiture a été projetée de côté, effectuant un demi-tour avant de s'écraser violemment contre le terre-plein central en béton. La ceinture de sécurité s'est tendue sur ma poitrine, me coupant le souffle, et mon front a heurté le volant assez fort pour que ma vision s'obscurcisse. Un son nauséabond est venu de mon genou gauche, plus silencieux que le crissement du métal broyé, mais assez distinct pour me glacer le sang. Je savais que ma vieille blessure s'était rouverte, avant même que la vague d'agonie ne me submerge. Quand j'ai ouvert les yeux, du sang de mon sourcil coulait sur mes cils, se mêlant à la pluie qui s'engouffrait par la vitre brisée. J'ai essayé de bouger, mais ma jambe gauche était coincée entre le siège et la portière froissée. La douleur a jailli de mon genou jusqu'à ma hanche, me glaçant les mains, même si tout mon corps semblait brûlant. Mon téléphone était tombé sur le plancher, son écran craquelé comme une toile d'araignée, mais toujours allumé. J'ai tendu la main pendant ce qui m'a semblé une éternité jusqu'à ce que mes doigts frôlent le verre dentelé, aussi coupant qu'un couteau. Le nom de Charles était en haut de mes contacts, juste au-dessus du seul numéro de téléphone que j'avais mémorisé il y a longtemps. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton d'appel pendant très longtemps. Il y a 5 ans, juste après que nous ayons signé notre acte de mariage, il m'avait dit d'une voix parfaitement neutre que pendant qu'il était en service, je ne devais jamais l'appeler pour des questions personnelles. Tout pouvait attendre. À l'époque, j'avais ri et plaisanté, lui demandant ce qui se passerait si la maison prenait feu. Il m'avait regardé sans la moindre trace d'amusement et m'avait dit d'appeler les pompiers. J'avais pensé que c'était juste la bizarrerie d'un homme qui vivait strictement selon les règles. Plus tard, j'ai réalisé qu'il n'exagérait pas. Une fois, j'ai eu une fièvre de 40 degrés Celsius en pleine nuit, mais j'ai appelé un taxi pour aller à l'hôpital toute seule. J'étais allée seule au cimetière pour l'anniversaire de la mort de mon père. Chaque fois que je voulais l'appeler, je me rappelais qu'il faisait un travail plus important. Ce soir-là, ce n'était pas différent. Même si ma jambe me faisait tellement mal que mes dents claquaient, je n'ai toujours pas appuyé sur le bouton d'appel. J'ai posé le téléphone face contre ma cuisse et j'ai essayé de sortir ma jambe de la portière écrasée. Le métal déchiqueté a déchiré ma jupe et le sang a coulé le long de mon mollet, s'accumulant dans ma chaussure gorgée d'eau. J'ai mordu ma lèvre jusqu'à sentir le goût du fer. Certaines habitudes, lorsqu'elles sont répétées trop longtemps, deviennent un instinct. Mon instinct était de ne jamais déranger Charles. La porte du SUV blanc en face de moi s'est ouverte, et une jeune femme en trench-coat beige en est sortie. Ses longs cheveux étaient plaqués sur son visage par la pluie. Elle a couru vers moi, l'air paniqué. Mais avant même d'atteindre ma voiture, elle a sorti son téléphone pour passer un appel. Je l'ai entendue parler rapidement, s'excusant, disant qu'elle n'avait pas vu le feu rouge et qu'elle avait paniqué à cause de la forte pluie. J'ai cru qu'elle appelait la police ou les pompiers jusqu'à ce que sa voix devienne soudainement douce. Charles, j'ai causé un accident. J'ai si peur. Peux-tu venir me voir ? Son nom a transpercé le bruit de la pluie et s'est planté directement dans mes oreilles. Mes mains, qui avaient essayé d'ouvrir ma portière, se sont complètement arrêtées. J'ai regardé attentivement son visage à travers son maquillage estompé et j'ai reconnu Chloé Martin.
C'était une célèbre vlogueuse de voyage avec des millions d'abonnés qui avait récemment été mise en avant dans les campagnes de relations publiques de la division militaire de Charles. J'avais vu sa photo dans les dossiers de projet qu'il ramenait à la maison. J'avais aussi vu son nom s'afficher sur l'écran de son téléphone tard le soir. Chaque fois que cela arrivait, je me disais que c'était juste du travail. Un homme comme Charles n'aimait pas s'expliquer, alors j'avais appris à ne pas poser de questions. Je me sentais même mesquine de me soucier d'un nom dans un message. Mais là, Chloé était sous la pluie battante, appelant mon mari avec la voix de quelqu'un d'absolument certain qu'il viendrait. Elle ne l'appelait pas colonel Dubois, ni n'utilisait son nom complet comme ses collègues, juste « Charles », prononcé avec une intimité qui faisait que mes 5 ans de mariage me semblaient une illusion d'étranger. Chloé ne m'avait pas encore vue. Elle tournait le dos à ma voiture écrasée et pleurait en parlant au téléphone, disant qu'elle n'était pas blessée, mais terrifiée. Quelque chose de terrible était arrivé à la personne dans l'autre voiture, le suppliant de venir vite. Ce que la personne à l'autre bout a dit l'a calmée, elle a hoché la tête par habitude même s'il ne pouvait pas la voir, puis a raccroché. Quand elle s'est enfin retournée, elle s'est penchée près de ma vitre brisée et a demandé si je pouvais l'entendre. Elle m'a dit qu'elle avait appelé quelqu'un pour s'en occuper. Je l'ai regardée et j'ai demandé très doucement qui elle avait appelé. Chloé a hésité une fraction de seconde, mais a ensuite répondu que c'était son petit ami qui travaillait à proximité et serait là bientôt. Sa réponse était légère, comme s'il n'y avait absolument rien à cacher. J'ai voulu demander son nom, mais ma gorge était complètement nouée. Peut-être étais-je terrifiée qu'elle prononce le nom exact auquel je pensais. 15 minutes plus tard, un Tao gouvernemental noir a fendu le rideau de pluie et s'est arrêté. Je l'ai reconnu alors qu'il était encore à des centaines de mètres. Les portes portaient l'insigne de l'unité de commandement de Charles. C'était le type exact de véhicule que j'avais vu garer devant notre maison d'innombrables fois. J'ai regardé l'horloge fissurée sur mon tableau de bord et le chiffre 15 s'est moqué de moi. En 5 ans de mariage, je n'avais jamais réussi à le faire arriver aussi vite. La porte s'est ouverte et Charles est sorti dans une chemise de ville gris foncé. Il ne portait pas d'imperméable, si bien qu'en quelques secondes, les épaules de sa chemise étaient trempées. Sa posture était aussi droite et ses pas aussi réguliers que toujours. Au moment où Chloé l'a vu, elle a couru vers lui, son visage se froissant de chagrin. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé en premier. Il a retiré la veste militaire qu'il tenait et l'a drapée sur ses épaules, sa voix portant à travers la pluie. Il lui a dit qu'elle était censée partir avec son chauffeur. Chloé a baissé la tête et a dit qu'elle pensait que la pluie était légère, qu'elle ne s'attendait jamais à cela. Charles l'a regardée de haut en bas et lui a demandé si elle était blessée quelque part. Elle a secoué la tête, puis s'est blottie contre sa veste. J'étais assise à moins de 12 mètres d'eux, mon genou toujours coincé dans l'encadrement de la porte, le sang coulant toujours jusqu'à ma cheville. Après un moment, Chloé a finalement mentionné qu'elle pensait avoir pas mal abîmé l'autre voiture. Charles a tourné la tête et a regardé vers moi. Son regard a balayé l'avant écrasé de ma voiture, le verre brisé et l'espace sombre derrière mon volant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dans cette fraction de seconde, j'espérais encore qu'il reconnaîtrait la plaque d'immatriculation ou le petit charme suspendu au rétroviseur que j'avais acheté de mes propres mains. Mais son regard n'est resté que 2 secondes. Il s'est tourné vers le lieutenant Dubois qui venait de sortir du véhicule et lui a dit de rester, d'appeler une dépanneuse et de coordonner avec la gendarmerie. Le lieutenant Dubois a hoché la tête et a couru vers ma voiture. Charles a guidé Chloé vers le véhicule gouvernemental, sa voix s'abaissant pour lui dire de monter la première car elle tremblait. J'ai vu sa main se poser sur le bas de son dos. C'est ainsi qu'il m'avait soutenue une seule fois, le jour de notre mariage, lorsque j'avais trébuché sur les marches devant le tribunal. J'avais été heureuse toute cette journée juste à cause de ce petit geste. Il s'avère que lorsque la tendresse est donnée à quelqu'un que l'on aime, c'est un instinct. Mais lorsqu'elle est donnée à quelqu'un que l'on considère simplement comme une obligation, elle devient un luxe que la personne doit mémoriser pour toute une vie. Le Tao a démarré et a fait demi-tour, ses feux arrière rouges s'estompant dans la pluie, ressemblant exactement à des traînées de sang emportées par l'eau. Je n'ai pas appelé son nom, même s'il suffisait d'un cri et Charles m'aurait entendu. Je n'ai même pas essayé d'agiter ma main par la fenêtre brisée. En moi,
Quelque chose venait de se briser, mais cela n'a pas fait de bruit comme l'os de mon genou. Le lieutenant a accouru, s'est penché et a demandé si j'étais consciente, promettant d'appeler une ambulance immédiatement. Je l'ai regardé, puis j'ai pris mon propre téléphone. Ma voix était si calme que je la trouvais étrangère. Je lui ai dit que je pouvais les appeler moi-même. Lorsque l'opératrice du 15 a répondu, j'ai clairement indiqué ma position et l'étendue de mes blessures. Je n'ai pas mentionné mon mari, ni dit que le véhicule qui venait de quitter les lieux lui appartenait. Après avoir raccroché, j'ai regardé le sac de médicaments pour l'estomac sur le siège passager. Le sac en papier était trempé d'eau de pluie. La boîte à l'intérieur était écrasée à un coin. Soudain, je me suis trouvée ridicule. Pendant qu'il se précipitait pour protéger quelqu'un d'autre de la pluie, je ramenais encore son médicament à la maison pour lui. À cet instant précis, j'ai enfin compris. Ce n'était pas que Charles n'avait pas le droit de prendre des appels personnels. C'est juste que mon numéro n'avait jamais valu la peine d'enfreindre les règles. L'équipe de secours a dû utiliser les pinces de désincarcération pendant près de 20 minutes pour arracher la portière écrasée de ma jambe. Quand ils m'ont sorti, la douleur m'a fait perdre connaissance. Une ambulancière a jeté un œil à ma blessure, a immédiatement pressé une épaisse compresse de gaz contre mon genou et m'a presque crié dessus, me demandant pourquoi je n'avais pas appelé plus tôt alors que je perdais tant de sang. Allongé sur la civière, regardant les gouttes de pluie tomber de mes cheveux sur la couverture blanche, j'ai répondu très doucement que j'avais oublié. La vérité était que je n'avais pas oublié. J'étais juste tellement habituée à endurer les choses seule que je ne savais plus quand j'avais le droit de demander de l'aide. À l'intérieur de l'ambulance, l'infirmière a demandé si j'avais de la famille avec moi. J'ai regardé l'écran éteint de mon téléphone et j'ai secoué la tête. Elle a demandé où était mon mari. Il m'a fallu quelques secondes pour répondre qu'il était occupé. J'avais utilisé cette excuse bien trop souvent. Quand j'assistais seule à des galas, je disais qu'il était occupé. Quand j'étais hospitalisée seule, je disais qu'il était occupé. C'en était arrivé au point où parfois je ne pouvais plus distinguer s'il était vraiment occupé ou simplement absent de ma vie. Le médecin traitant a déclaré que mon genou gauche présentait une lacération profonde. Mon ancienne blessure au cartilage s'était à nouveau rompue et il y avait des signes de microfracture. J'ai eu besoin de 37 points de suture. En administrant l'anesthésie locale, le médecin a mentionné que si j'avais été retardée d'une demi-heure de plus, le risque de lésion nerveuse permanente aurait été extrêmement élevé. J'ai simplement hoché la tête et demandé un verre d'eau. Peut-être pensait-il que j'étais forte, mais seule je savais que mon corps souffrait tellement qu'il n'y avait plus de place pour les émotions. Alors que la nuit tombait, la pluie à l'extérieur de la fenêtre s'est calmée. La chambre d'hôpital n'était remplie que du bip rythmique de la pompe à perfusion et du grincement des chaussures de l'infirmière dans le couloir. J'ai allumé mon téléphone plusieurs fois. Il n'y avait pas d'appel manqué. Il n'y avait pas de message de Charles. Peut-être avait-il supposé que la victime de l'accident avait été parfaitement prise en charge par son lieutenant. Ou peut-être l'avait-il oublié au moment où il avait mis Chloé en sécurité. J'ai fixé son nom dans mes contacts, puis j'ai repensé au jour où nous avions signé nos papiers de mariage. Ce jour-là à Lyon était légèrement ensoleillé. Je portais la robe ivoire que mon grand-père m'avait achetée. Charles est arrivé exactement à l'heure. Sa chemise de ville repassée et ses chaussures si parfaitement cirées qu'elles n'avaient pas une seule tache de poussière. Après avoir signé les papiers, il m'a tendu un accord pré-rédigé, dont le contenu était plus court qu'un bail d'appartement standard. Il y était stipulé que notre relation resterait confidentielle. Aucune des parties n'interférerait dans la vie privée de l'autre. Et pendant ses heures de travail, je ne devais jamais l'appeler pour des questions personnelles. J'ai lu jusqu'à la dernière ligne et je lui ai demandé ce que signifiait la dernière clause. Il a regardé la note qui disait « Aucun sentiment romantique ne devrait se développer ». Son expression est restée complètement froide. Il m'a dit que ce mariage était arrangé par nos familles et que garder une distance faciliterait les choses pour nous deux. À l'époque, j'ai souri et je l'ai rassuré en disant de ne pas s'inquiéter, que je n'avais pas le temps libre de tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi inabordable que lui. J'ai menti dès mon premier jour en tant qu'épouse. Je l'avais aimé avant même de le rencontrer officiellement.
Quand j'avais 19 ans, Charles avait porté un enfant blessé hors d'une ville inondée du Massif central. Cette image était apparue aux actualités du soir, et j'étais restée assise devant l'écran, incapable de détourner le regard. J'avais pensé, un homme assez courageux pour se jeter dans des eaux déchaînées doit avoir un cœur très chaleureux. Ce n'est qu'après l'avoir épousé que j'ai réalisé qu'une personne pouvait être gentille avec le monde entier, mais amèrement froide avec celle qui dormait à ses côtés. Pendant 5 ans, je n'ai enfreint aucune de ces règles. J'ai gardé notre mariage secret, je ne me suis jamais présentée à sa base, et je n'ai jamais posé de questions sur ses nuits tardives. J'ai appris à préparer son café à la presse française à exactement 82 degrés Celsius à cause de son estomac sensible. J'ai mémorisé quelle pilule devait être prise avant les repas et lesquelles après. Une fois, il a eu une forte fièvre au milieu de la nuit, et je suis restée assise à changer ses compresses froides jusqu'à l'aube. Quand il s'est réveillé, il m'a seulement demandé pourquoi je ne dormais pas, puis a tourné son visage vers le mur. Je pensais que l'affection était comme de l'eau tiède. Si elle coulait assez longtemps, même la pierre s'adoucirait. Mais la pierre ne s'adoucit pas. Seule la personne qui tient la pierre trop longtemps devient froide avec elle. Ce soir-là, sous la pluie battante, c'était la première fois que je le voyais clairement. Je n'ai pas perdu face à Chloé parce qu'elle était plus jeune ou plus jolie. J'ai perdu parce que Charles voulait être à ses côtés, et avec moi, il ne l'a jamais voulu. Vers 4 heures du matin, j'ai demandé à sortir contre avis médical. J'ai signé la décharge de responsabilité et j'ai appelé un taxi pour rentrer chez nous, près de la base militaire. Le chauffeur a jeté plusieurs coups d'œil au sang séché sur ma jupe dans le rétroviseur, mais n'a rien demandé. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le portail, il m'a fallu près de 5 minutes pour descendre. Chaque fois que je posais du poids sur ma jambe, j'avais l'impression que des aiguilles s'enfonçaient directement dans mes os. La maison était si sombre et silencieuse que le clic de la serrure de la porte a résonné fort. Je n'ai pas allumé les lumières du salon. Je me suis simplement appuyée contre le mur et j'ai boité lentement vers le bureau où un coffre-fort était caché derrière la bibliothèque. Le code était la date d'anniversaire de Charles. Je pensais que c'était un secret intime entre un mari et une femme. Maintenant, je trouvais ça juste pathétique parce que tout dans cette maison tournait autour de lui. La demande de divorce était dans le tiroir du bas, rédigée par moi il y a 3 mois. À l'époque, j'avais imprimé 2 copies mais je n'avais pas eu le courage de les signer. Je pensais que j'étais juste trop sensible, me disant qu'une épouse de militaire devait savoir attendre. Je me demandais s'il réaliserait un jour que quelqu'un dans cette maison l'attendait toujours. Ce soir-là, je ne voulais plus connaître la réponse. J'ai allumé la lampe de bureau et je me suis assise. Le stylo plume de Charles reposait dans son support, son capuchon gravé de l'insigne de son unité. Je l'ai décapsulé et j'ai signé mon nom en bas de la page. Mon écriture tremblait légèrement parce que les analgésiques avaient cessé d'agir, mais chaque lettre était claire. Hélène Duval. Juste 2 mots. Pourtant, il semblait des clous de fer épinglant 5 ans de ma vie sur le papier. Je pensais que je pleurerais en le signant. Pendant les nuits où je dormais seule, j'imaginais le supplier de rester. Je craignais ma propre faiblesse, terrifiée qu'un seul mot doux de sa part fasse fondre toute ma résolution. Mais quand le moment est venu, je n'ai pas versé de larmes. Les gens ne pleurent que lorsqu'ils gardent encore espoir. Je souffrais si profondément qu'il n'y avait absolument plus rien à espérer. Après avoir signé, je suis allée dans le dressing. Les 3 portants de gauche contenaient les uniformes, les chemises de ville et les vestes de Charles. J'avais organisé ces vêtements par saison, par couleur et par calendrier de déploiement. Ma section était confinée à un petit coin à droite, non pas parce que j'avais peu de vêtements, mais parce que pendant notre première année de mariage, Charles avait regardé le dressing et avait fait remarquer qu'avoir trop de choses le rendait chaotique. À partir de ce jour, j'ai déplacé la plupart de mes vêtements dans la chambre d'amis. J'ai appris à me réduire petit à petit pour que la maison corresponde parfaitement à ses habitudes. Les robes vives ont été troquées contre des tons plus discrets. Les parfums sucrés ont été rangés parce qu'ils n'aimaient pas les odeurs fortes. Même le bruit de mes pantoufles sur le sol était aussi silencieux que possible quand ils se reposaient. J'ai vécu dans cette maison pendant 5 ans, mais je n'ai jamais osé me laisser prendre trop de place.
Je n'ai pas pris de vêtements du dressing. Je suis allé dans le débarras et j'ai tiré mon vieux sac à dos de randonnée du coin. Il était couvert de poussière, mais les sangles étaient toujours solides. C'était le sac à dos que j'avais acheté lors de ma dernière année à l'université de Lyon, en me préparant pour une expédition de recherche géologique dans la chaîne des Alpes. J'avais été sélectionné pour une équipe d'études des glissements de terrain, mais j'avais annulé mon voyage une semaine avant le départ car Papy André m'avait appelé à propos de la rencontre avec la famille de Charles. J'ai ouvert le sac à dos et j'y ai jeté quelques vêtements de rechange, mon passeport et un disque dur contenant mes recherches universitaires. Mon ancien carnet de terrain de géologie était au fond du sac. Ses pages jaunies. J'ai tourné à la première page et j'ai vu ma propre écriture d'il y a 6 ans. L'objectif est d'atteindre un sommet de montagne vraiment élevé par mes propres moyens. J'ai regardé cette phrase pendant très longtemps. J'avais abandonné la jeune fille qui l'avait écrite dans la maison de Charles pendant bien trop d'années. Je n'ai pris aucun bijou ni les sacs de marque que sa secrétaire envoyait habituellement pendant les vacances. Ils ne m'ont jamais vraiment appartenu. J'ai simplement glissé mon alliance de mon doigt et les posé à côté des papiers de divorce. Il y avait un petit pense-bête sur le bureau. J'ai pensé à laisser un message, mais j'ai finalement juste écrit que le médicament pour l'estomac était dans le 2e tiroir à gauche. Même en partant, je me souvenais encore qu'il avait besoin de ces pilules. Réaliser cela m'a fait rire aux éclats, mais le son s'est rapidement transformé en un halètement douloureux. J'ai froissé la note et l'ai jetée à la poubelle. Désormais, où qu'ils l'entendent, ce n'était plus mon affaire. Avant de franchir la porte, je suis passé par la cuisine. Sa tasse isotherme était toujours sur le comptoir. Une note adhésive à l'extérieur disait « Eau à 82 degrés Celsius, laissez infuser 4 minutes ». Dans le réfrigérateur se trouvait cette plat préparé faible en sodium que j'avais fait hier après-midi. Je pensais que l'amour signifiait se souvenir de petits détails comme cela. Mais si une seule personne s'en souvient, ce n'est plus de l'amour. Cela devient une habitude de servitude. Habillé d'un beau nom. Le ciel approchait de l'aube lorsque j'ai refermé la porte d'entrée. Je ne l'ai pas verrouillée car ma clé de maison était déjà posée sur le bureau. Le sac à dos pesait à peine 9 kg, mais la blessure à ma jambe faisait que chaque pas me donnait l'impression de traîner toute la maison derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Il y a des endroits où regarder en arrière, même une seule fois, briserait votre détermination. Le taxi s'est arrêté devant le portail à 5h40 du matin. Le chauffeur a demandé où j'allais. J'ai regardé la ville s'éclaircir après la tempête et lui ai dit d'aller à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il a demandé à quelle heure était mon vol. J'ai secoué la tête car je n'avais pas encore de billet. Tout ce que je savais, c'est que je devais quitter cette maison avant le retour de Charles. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai posé ma tête contre la vitre. Mon genou pulsait violemment, mais mon cœur était étrangement en paix. Je pensais que quitter quelqu'un signifiait perdre le monde entier. Ce n'est que lorsque je suis finalement sorti que j'ai réalisé que la seule chose que je laissais derrière moi était la pièce dans laquelle je m'étais enfermé bien trop longtemps. Il y avait tant d'endroits devant moi où je n'étais jamais allé. Et pour la première fois en 5 ans, j'avais le droit de choisir ma propre voie. 3 jours après mon départ, Charles est finalement rentré à la maison près de la base. Il avait terminé ses inspections plus tôt que prévu, alors il est passé changer d'uniforme, prévoyant de retourner au centre de commandement cet après-midi-là. Il a déverrouillé la porte avec sa propre clé, est entré dans le salon et s'est instantanément figé. Les meubles étaient exactement à leur place, les rideaux étaient à moitié tirés, et ses pantoufles étaient soigneusement rangées sous le porte-chaussures. Tout semblait parfaitement normal au premier coup d'œil. Pourtant, la maison manquait complètement de la sensation d'une personne vivante et respirante. Il est resté dans l'entrée pendant quelques secondes avant de réaliser que l'odeur de la nourriture chaude et de la lessive familière avait disparu. Charles est allé directement à la cuisine. La tasse isotherme était toujours sur le comptoir, la note adhésive portant mon écriture sur la température et le temps d'infusion toujours attaché. Il a soulevé le couvercle et a vu que le café à l'intérieur était glacé, une fine pellicule flottant à la surface. Les repas préparés dans le réfrigérateur avaient toujours leurs étiquettes de date, mais aucun nouveau n'avait été ajouté. Il a froncé les sourcils, ouvrant l'armoire à pharmacie en dessous,
un endroit qui contenait auparavant toujours une provision complète d'antiacides et de vitamines. La dernière bouteille était vide, ne laissant qu'une boîte en carton écrasée pousser dans le coin. Il a sorti son téléphone et m'a appelé. Une voix froide et automatisée a déclaré que le numéro était déconnecté. Charles a fixé l'écran pendant quelques secondes, puis a recomposé, comme s'il supposait que ce n'était qu'une erreur de réseau. Le résultat était le même. Il n'a pas été immédiatement inquiet. Il a juste ressenti une vague d'agacement intense parce qu'une variable inattendue avait brusquement perturbé sa routine parfaitement structurée. Pour lui, je n'avais jamais été quelqu'un qui disparaissait sans préavis. Ce n'est que lorsqu'il est entré dans le bureau qu'il a vu la pile de papier sur le bureau. La lampe était toujours allumée. Son stylo-plume gisait à côté, et la demande de divorce portait ma signature sur la dernière page. Charles l'a prise et l'a lue du début à la fin, même si le contenu n'était pas différent de l'accord que nous avions établi des années auparavant. Les biens séparés restaient séparés, pas de litige, et pas de demande de pension alimentaire. Ma partie avait une signature. Sa partie était laissée en blanc. Il l'a lu une deuxième fois, puis a posé les papiers. Sa première émotion n'a pas été la douleur. Ce fut la colère. Il a pensé que j'exagérais une situation, agissant comme une subordonnée abandonnant son poste sans autorisation. Il a immédiatement appelé le lieutenant Dubois et lui a donné l'ordre bref de découvrir où était Hélène. Le lieutenant Dubois a hésité avant de demander si tout allait bien avec Madame Dubois. Charles a répondu qu'elle avait laissé une demande de divorce et déconnecté son téléphone. Après l'appel, il est entré dans le dressing. Ses vêtements étaient toujours parfaitement alignés, chaque chemise de ville coordonnée par couleur comme toujours. La petite section à droite était presque entièrement intacte. Il ne manquait que quelques tenues simples dont il ne se souvenait même plus des formes. Les robes qu'il m'avait achetées y pendaient toujours. Les bijoux étaient toujours dans leur boîte. Et le bracelet coûteux qui n'avait jamais été porté, avait toujours son étiquette de prix attachée. Il l'a fixé un moment, sentant que quelque chose manquait, mais incapable de le nommer. Ce n'est que lorsqu'il a ouvert la pièce de rangement qu'il a réalisé que le vieux sac à dos de randonnée avait disparu. Charles n'avait jamais su que je possédais ce sac à dos. Tout comme il n'avait jamais su que j'avais étudié la géologie, prévu d'arpenter les montagnes, ou rêvé de travailler sur le terrain. Après 5 ans de vie commune, il savait que je ne mangeais pas épicé et que je lisais avant de dormir. Le reste de ma vie n'avait laissé absolument aucune trace dans sa mémoire. Cette prise de conscience l'a perturbé d'une manière très étrange. C'était comme regarder une pièce familière et découvrir soudain une porte qu'il n'avait jamais ouverte. Cette nuit-là, Charles est resté à la maison au lieu de retourner à la base. Il a fait bouillir de l'eau et a essayé de faire son propre café. La première tasse était trop forte et amère. La seconde était si faible qu'elle n'avait pas d'arôme. Il a fixé le pense-bête indiquant 82 degrés Celsius pendant très longtemps, réalisant qu'il n'avait aucune idée du nombre de minutes à attendre après que l'eau ait bouilli pour atteindre cette température exacte. Avant, il n'avait qu'à s'asseoir et une tasse parfaite était placée à sa main droite. Il n'avait jamais demandé comment j'arrivais à tout faire si bien. Le lendemain matin, Charles est allé aux messes de la base. C'était une occasion rare pour lui d'apparaître pendant les heures du petit déjeuner, et quelques personnes lui ont lancé des regards surpris. Il a pris un bol de flocons d'avoine et des toasts, s'asseyant seul à une table de coin. Les flocons d'avoine étaient fades, les toasts étaient froids et le café était trop acide. Il a pris quelques bouchées et a posé sa fourchette. L'image de la bouillie de potiron chaude que je préparais les jours où son estomac lui jouait des tours lui a traversé l'esprit. Charles détestait cette sensation, alors il s'est levé brusquement. Il s'est dit que son palais avait simplement changé au cours de la dernière année, sans aucun rapport avec ma présence à la maison ou non. Dans l'après-midi, une crampe d'estomac sévère l'a frappé en plein milieu d'un briefing. Il est resté parfaitement droit jusqu'à la fin de la réunion, puis est retourné à son bureau et a ouvert son tiroir à médicaments personnels. Il était totalement vide. Le 15 de chaque mois, je venais généralement discrètement pour réapprovisionner ses médicaments, mais ce mois-ci, personne n'était venu. Le lieutenant Dubois lui a apporté des pilules de l'infirmerie de la base ainsi qu'un verre d'eau glacée. Après les avoir avalées, les crampes ont empiré.
Il a gardé son visage neutre, mais sa main a serré le bord du bureau à s'en blanchir les jointures. Le lieutenant Dubois a remarqué son teint pâle et a mentionné avec précaution que Madame Dubois lui apportait toujours une petite bouteille thermos d'eau chaude. Charles a levé les yeux, lui lançant un regard qui a instantanément fait taire le lieutenant. Mais lorsqu'il a été seul, Charles a fixé le verre d'eau froide pendant très longtemps. 7 jours plus tard, le lieutenant Dubois a apporté un dossier de renseignement. Il a rapporté que j'avais quitté Lyon par un vol tôt le matin, m'étais envolé pour Grenoble, puis avait voyagé dans les montagnes. Mes comptes bancaires personnels avaient été vidés, mon numéro de téléphone était résilié et mon assurance maladie avait été redirigée vers un nouvel employeur. Je n'avais pris absolument aucun bien commun. J'avais seulement utilisé mon propre argent et suivi une piste d'emploi d'un ancien professeur d'université. Charles a feuilleté les pages, s'arrêtant à la section éducation. J'avais obtenu mon diplôme avec mention en géologie de l'ingénieur, rédigé une thèse sur la prévention des glissements de terrain dans les chaînes du Nord, et j'avais été sélectionné pour une équipe d'enquête d'élite dans les Alpes. Cette opportunité avait été refusée à peu près au moment où nous nous préparions à nous marier. Le lieutenant Dubois a discrètement noté que, selon les registres universitaires, Madame Dubois avait abandonné une opportunité de recherche très prestigieuse. Charles n'a pas répondu. Il a juste fixé la chronologie pendant très longtemps. Il s'est souvenu du jour où nos familles s'étaient rencontrées. J'étais assise à côté de Papy André, vêtu d'une robe ivoire pâle, lui souriant, même s'il parlait à peine un mot. Quand Papy André avait demandé quels étaient mes projets après le mariage, j'avais simplement répondu que je m'installerais à Lyon pour faciliter la carrière de mon mari. À l'époque, Charles avait pensé que c'était un choix très logique. Il n'avait jamais demandé ce que ce choix m'avait forcé à laisser derrière moi. Cette nuit-là, il est retourné à la maison vide. Par habitude, il a tendu la main pour allumer la petite lampe du couloir, mais l'ampoule était grillée. Dans le passé, je l'avais toujours remplacée dès qu'elle commençait à clignoter. Il ne savait même pas où les ampoules de rechange étaient rangées. Charles est resté dans l'obscurité, regardant vers la chambre. La moitié droite du lit était parfaitement lisse et froide. Il s'est soudainement demandé si, par le passé, chaque fois qu'il rentrait tard, le côté où je dormais était aussi froid. La question n'est restée que quelques secondes, mais l'a tenu éveillé toute la nuit. Il s'est retourné et s'est agité, tendant la main vers l'autre côté du lit plusieurs fois. Ses doigts n'ont rencontré que des draps froids. Il n'y avait personne et il n'y avait aucune chaleur. Pour la première fois, Charles a compris qu'une maison pouvait être si silencieuse qu'on pouvait clairement entendre sa propre respiration. Il n'a pas encore appelé cela « me manquer ». Il savait seulement que depuis le jour de mon départ, tout dans sa vie avait commencé à se dérégler. 2 mois plus tard, Papy André a été transporté d'urgence à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, souffrant de fortes douleurs thoraciques. À ce moment-là, j'étais dans une ville de montagne reculée avec mon équipe d'enquête. Le service de téléphonie mobile était pratiquement inexistant en raison de l'altitude élevée. La première personne à me joindre fut ma sœur, Marie. Sa voix tremblait si violemment que j'ai dû lui faire répéter 2 fois. Hélène, papy fait une crise cardiaque massive. Les médecins disent que c'est critique. J'étais debout au bord d'une énorme fissure sur le flanc de la montagne. Pourtant, à ce moment-là, le sol sous mes pieds semblait disparaître. Je suis descendu de la montagne le même après-midi. Le trajet de retour à Lyon a pris beaucoup plus de temps que d'habitude en raison des fortes pluies et des petits glissements de terrain le long de la route. De la voiture, j'ai appelé l'hôpital à plusieurs reprises pour obtenir des nouvelles. Le médecin traitant m'a dit que papy avait survécu à la crise initiale, mais que son cœur avait subi un traumatisme massif et que le risque de défaillance multiorganique était incroyablement élevé. Ils ont suggéré d'utiliser une machine de soutien cardiovasculaire de pointe actuellement détenue dans le système de réserve médicale militaire. S'il pouvait y être branché dans les 48 heures, ses chances de survie augmenteraient considérablement. Ma famille a immédiatement déposé les documents pour demander un transfert d'urgence de l'équipement. Comme papy était un ancien combattant de l'armée, les documents ont été traités rapidement. Marie est restée à l'hôpital pendant que j'allais avec les médecins obtenir les dernières approbations nécessaires. Je pensais que c'était juste une formalité.
Aucun de nous ne s'attendait à ce qu'un appareil vital soit actuellement bloqué sous une catégorie complètement différente. 3 jours plus tard, la réponse officielle est revenue avec un énorme tampon indiquant « refusé ». La raison était explicitement indiquée, l'équipement avait été alloué pour soutenir un projet de relations publiques du ministère de la Défense. Ce projet était un film documentaire présentant la technologie médicale militaire avec Chloé Martin comme animatrice invitée. La machine n'était utilisée sur aucun patient, mais elle était strictement conservée pour servir de support visuel pour les caméras. J'ai tenu la copie du document, mes mains devenant glacées. La signature en bas de la page appartenait au colonel Charles Dubois. Quand Marie l'a lu, elle était si furieuse que ses lèvres tremblaient. Elle a appelé le bureau de Charles, mais l'accès lui a été refusé. Alors le lendemain matin, elle est allée directement à la base militaire. Elle a attendu dans le couloir pendant plus d'1 heure quand la porte de son bureau s'est finalement ouverte. La première personne à sortir fut Chloé. Elle portait une blouse de laboratoire blanche impeccable, tenant une tasse de café, son visage affichant ce sourire doux et familier. En voyant Marie, Chloé s'est arrêtée et a demandé d'un ton parfaitement poli si elle était là pour voir Charles. Marie n'a pas répondu à sa question. Elle lui a fourré le document de refus sous le nez. Savez-vous que la machine que vous utilisez pour votre petit projet vidéo est exactement ce dont un homme malade a besoin pour rester en vie? L'expression de Chloé a vacillé 1 seconde, mais sa voix s'est vite adoucie. Je ne fais que suivre le calendrier de production établi par le commandement. Je n'ai pas l'autorité de décider des transferts d'équipement. Marie l'a fusillé du regard. Mais vous avez l'autorité de dire que vous n'en avez pas besoin pour tourner un film. Chloé s'est mordu la lèvre, ses yeux se remplissant instantanément de larmes. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée que la situation était si grave et ne voulait que personne ne soit blessé. Sa façon de parler ressemblait exactement à quelqu'un s'excusant d'avoir laissé tomber un objet trivial, et non quelqu'un retenant la chance de vie d'un être humain. Marie n'a pas argumenté davantage. Elle a poussé la porte et a marché directement dans le bureau de Charles, ignorant les tentatives du lieutenant Dubois pour l'arrêter. Charles était assis derrière son bureau. Plusieurs dossiers ouverts étalés devant lui. Il a levé les yeux, sa voix devenant glaciale. Marie, ce n'est pas un endroit où tu peux simplement entrer à ta guise. Marie a claqué le document sur le bureau, le frappant si fort qu'un stylo est tombé sur le sol. Elle a exigé, « Savez-vous ce que vous avez signé ?» Charles a regardé le papier et a répondu avec un sang-froid total. « Oui. » Marie a pointé directement la ligne de transfert d'équipement, articulant chaque mot. Le grand-père d'Hélène est en soins intensifs. Le médecin a dit, c'est sa meilleure chance absolue de survivre. Charles s'est penché en arrière sur sa chaise, son ton inébranlable. La demande de votre famille a été déposée 17 jours après la finalisation du calendrier de relations publiques. La demande antérieure a été approuvée conformément à la procédure opérationnelle standard. Marie a laissé échapper un rire amer, des larmes coulant sur ses cils. Elle a demandé, donc, une vie humaine doit faire la queue derrière ces prises de caméra? Charles a froncé les sourcils. Surveille tonton. C'est un projet officiel du ministère de la Défense, pas une course personnelle de Chloé. Marie a rétorqué, et mon grand-père est une affaire personnelle, donc il ne mérite pas d'être sauvé. C'est ça? Charles a déclaré qu'il avait l'autorité de demander un examen secondaire, mais ne pouvait pas enfreindre arbitrairement le protocole juste à cause d'un lien familial. Cette réponse a fait que Marie l'a regardé longtemps. Finalement, elle a demandé, « Pensez-vous vraiment que ce n'est qu'une question de lien familial ?» Charles est resté silencieux. Marie s'est penchée, a ramassé le stylo et l'a reposé devant lui. Sa voix s'est abaissée, mais chaque mot portait un poids écrasant. C'est le grand-père de votre femme. L'homme qui vous a fait assez confiance pour penser que vous aviez la décence de prendre soin de sa petite fille. Charles a détourné le regard et a répondu qu'Hélène avait laissé des papiers de divorce. Marie a ricané, vous ne les avez pas encore signés. Sur le papier, elle est toujours votre femme, mais à la façon dont vous parlez, vous ne l'avez probablement jamais considérée comme votre femme au départ. Quand Charles n'a pas répondu, Marie a fait un pas de plus. Savez-vous même pourquoi Hélène est partie?
Il a affirmé que c'était une affaire entre deux. Marie a secoué la tête. Non, c'est une affaire que vous n'avez jamais pris la peine de connaître. Elle a ensuite raconté la nuit de la tempête, la voiture écrasée et les 37 points de suture à mon genou. Charles était complètement figé. Marie a clairement indiqué que je l'avais vu arriver sur les lieux, enrouler son manteau autour de Chloé et partir. J'étais assise dans une voiture démolie à moins de 12 mètres de lui, pourtant il ne m'a jamais reconnue. Elle lui a demandé. 5 ans en tant que son mari, et vous ne saviez même pas quel genre de voiture elle conduit. Le visage de Charles a conservé son masque composé, mais ses mains se sont serrées en poing sur le bureau. Le souvenir de cette nuit pluvieuse lui est revenu. La berline sombre écrasée, le verre brisé et la silhouette floue sur le siège du conducteur. Il avait jeté un coup d'œil, mais seulement pendant 2 secondes. À ce moment précis, toute son attention était sur Chloé, qui pleurait et tremblait. Plus tard, son lieutenant avait rapporté que la victime avait été transportée à l'hôpital et que les blessures n'étaient pas mortelles. Il avait cru ce rapport et n'avait jamais posé une seule question de suivi. Charles a demandé doucement, si elle était si gravement blessée, pourquoi ne m'a-t-elle pas rappelé ? Marie l'a regardé comme si elle entendait quelque chose d'absolument absurde. Parce que vous lui avez strictement interdit de vous appeler pour des questions personnelles pendant les heures de service. Il a soutenu que la règle était seulement destinée à éviter des distractions inutiles. Marie l'a coupé. Donc, un accident qui a failli paralyser sa jambe n'était pas assez nécessaire pour vous. Pour la première fois, Charles n'a eu absolument aucune réponse. Marie a baissé les yeux sur le document et a parlé. La dernière fois, vous avez abandonné Hélène parce que vous avez supposé que Chloé avait plus besoin de vous. Cette fois, vous accumulez un appareil de survie pour son projet pendant que mon grand-père attend de mourir. Charles s'est immédiatement défendu, affirmant qu'il ne faisait pas de favoritisme et que tout était exécuté selon la procédure appropriée. Marie a hoché la tête très lentement. Vous avez peut-être parfaitement raison sur le papier, mais si mon grand-père meurt, votre précieuse procédure correcte n'est que meurtre. Sur ce, elle s'est retournée et est partie. Le bureau a plongé dans un silence suffocant. Charles est resté seul longtemps avant d'appeler le lieutenant Dubois. Il lui a ordonné de rouvrir le dossier de l'équipement et d'initier un protocole d'examen secondaire d'urgence. Le lieutenant Dubois l'a averti que la procédure standard prenait 7 jours ouvrables, alors que les médecins comptaient le temps en heures. Charles est resté silencieux pendant quelques secondes avant de répondre, « Suivez simplement les règlements. » Il a toujours choisi la procédure. Ce soir-là, je suis retourné à l'hôpital. Papy André était allongé derrière la vitre des soins intensifs, l'air fragile, sa poitrine couverte de fils et de tubes. Je suis resté dehors à le regarder, me rappelant notre dernière conversation. Il m'avait demandé si j'étais heureuse. J'avais souri et lui avais dit que Charles était occupé mais me traitait assez bien. Peut-être que les personnes âgées comprennent bien plus que nous ne le pensons, car à l'époque, il avait seulement soupiré et m'avait tenu la main pendant un long moment. Je ne savais pas comment la confrontation à la base s'était déroulée. Tout ce que je savais, c'est que la demande était officiellement en cours d'examen et que l'équipement ne pouvait pas être transféré immédiatement. Les médecins ont continué avec des traitements alternatifs, mais l'état de papy s'est détérioré d'heure en heure. La 3e nuit, sa tension artérielle n'a cessé de chuter. Je suis restée assise dans le couloir. Mes mains serrées si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. Vers 3 heures du matin, les médecins se sont précipités dans la chambre. La lumière au-dessus de la porte a clignoté en rouge. Une alarme longue et continue a retenti de l'intérieur. Je me suis levée d'un bond, mais mon genou a flambé de douleur, me faisant trébucher. Marie m'a rattrapée en répétant encore et encore qu'il irait bien. Nous savions toutes les deux que ce n'était qu'un mensonge que nous utilisions pour nous empêcher de nous effondrer. À 3h17, le médecin traitant est sorti. Il a baissé son masque chirurgical et a incliné la tête. L'épuisement pur était gravé sur son visage. Je n'ai pas entendu toute sa phrase. J'ai seulement entendu les mots « Je suis désolé ». Après cela, chaque son autour de moi s'est estompé dans le néant. Marie s'est effondrée, sanglotant à côté de moi pendant que je restais parfaitement immobile, comme si mon corps avait oublié comment réagir.
Mon téléphone a vibré dans ma poche à ce moment-là. L'écran affichait le nom du lieutenant Dubois. Quand j'ai répondu, il m'a dit que l'examen secondaire avait reçu une approbation préliminaire, et que l'équipement pourrait être transféré une fois les protocoles de transfert terminés. J'ai fixé la porte de la salle de réanimation et j'ai demandé « Combien de temps encore ?» Il a fait une pause de quelques secondes avant de répondre. « Demain matin au plus tôt. » Je n'ai pas dit un mot de plus. L'appel s'est déconnecté alors que mon bras tombait le long de mon corps. Demain est un laps de temps très court pour les vivants, mais c'est plus qu'une vie pour quelqu'un qui vient de cesser de respirer. Je me suis approché de la vitre et j'ai regardé le visage de Papy André, maintenant partiellement couvert d'un drap blanc. C'est alors que j'ai vraiment compris que certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées. 3 jours après la mort de Papy, ses funérailles ont eu lieu dans une maison funéraire affiliée à l'armée près du cimetière de la Bussière. La pluie n'était pas aussi forte que la nuit de mon accident. Il n'y avait qu'une fine brume qui s'accrochait à ma veste, peignant tout dans un ton gris froid. J'étais près du cercueil depuis tôt le matin, vêtu d'un simple costume noir, mes cheveux attachés en une basque de cheval. Marie avait pleuré jusqu'à perdre sa voix, et des parents que nous n'avions pas vus depuis des années se sont relayés pour me tenir les mains. Je n'ai pas pleuré. La douleur en moi était allée bien plus loin que les larmes. C'était comme un puits si profond que, peu importe le nombre de cris que vous y jetiez, aucun écho ne revenait jamais. Le visage de Papy derrière la vitre avait l'air aussi doux que s'il dormait. Je me suis souvenu de ses mains ridées me guidant à travers les portes de l'école et de ses réprimandes affectueuses chaque fois que je restais éveillé trop tard pour étudier. Il avait l'habitude de me dire qu'une fille n'avait jamais besoin de compter sur personne tant qu'elle avait une carrière solide et une estime de soi suffisante. Pourtant, c'était aussi lui qui croyait que Charles était un refuge sûr pour moi. Peut-être qu'à la fin de sa vie, son plus grand regret n'était pas d'avoir mal jugé un homme, mais de m'avoir laissé abandonner ma propre voie pour un mariage. Vers 9 heures, Charles est apparu à l'entrée de la salle de visionnage. Il était dans son uniforme de cérémonie complet, les revers parfaitement nets et les boutons brillants et froids sous la lumière. Les gens dans la pièce lui ont jeté des regards subtils. Même si notre séparation n'était pas publique, tous ceux qui étaient proches de la famille savaient que le mariage était brisé. Il est resté à la porte quelques secondes avant d'entrer. Quand il m'a rejointe, sa voix était plus basse que d'habitude. « Hélène. » Je ne me suis pas retournée immédiatement. J'ai regardé Papy un instant de plus avant de tourner mon corps. Charles semblait légèrement plus mince, de légères cernes sous les yeux, et son expression n'était plus entièrement glaciale. Il a dit « Je vous offre mes plus sincères condoléances. Je suis vraiment désolé pour André. » En entendant cela, j'ai simplement répondu « Colonel Dubois, c'est une salle de visionnage. Si vous êtes ici pour affaires officielles, veuillez vous rendre à la zone d'accueil. » La façon dont je l'ai interpellé a fait serrer les muscles de sa mâchoire. Au cours des 5 dernières années, peu importe ma colère, je ne l'avais jamais appelé par son grade. Je l'appelais toujours Charles les soirs où il rentrait tard ou chuchotait son nom en laissant des médicaments sur son bureau. Maintenant, ces lettres appartenaient à quelqu'un d'autre. Je ne voulais plus les utiliser pour l'homme qui se tenait devant moi. Charles est resté silencieux pendant quelques secondes avant de déclarer qu'il n'était pas là pour des affaires officielles. Je l'ai alors regardé droit dans les yeux. « À quel titre êtes-vous ici ?» Cette question l'a fait hésiter. Mon mari sur le papier ? L'homme qui a signé l'ordre qui a indirectement ôté la chance de vie de mon grand-père ? L'homme qui est passé juste devant moi sous la pluie battante ? Peut-être même ne savait-il pas quelle identité revendiquer. Juste à ce moment-là, le son de talons hauts a retenti de la porte latérale. Chloé est entrée vêtue d'une robe noire moulante et d'un trench-coat beige, serrant un bouquet élaboré de lys blanc. Son maquillage était subtil, ses yeux déjà rouges comme si elle avait pleuré tout le trajet. Elle a marché rapidement vers moi, baissant la voix. « Hélène, j'ai été tellement choquée quand j'ai appris la nouvelle. Je suis vraiment désolée pour votre grand-père. » J'ai regardé le bouquet dans ses mains et j'ai demandé « Êtes-vous ici pour présenter vos respects ou pour tourner une scène ?» Chloé a tressailli, puis a rapidement secoué la tête. Je ne voulais rien dire par là. Elle a affirmé qu'elle ne savait pas que l'équipement était si important, ni que ma famille en avait si désespérément besoin.
Sa voix tremblait juste assez, comme si chaque mot avait été répété devant un miroir. J'ai demandé, vous ne saviez pas ou vous n'avez jamais pris la peine de savoir? Chloé s'est mordu la lèvre et a répondu, le projet était déjà approuvé. Je ne faisais que suivre le calendrier. J'ai fait un pas de plus. Un appareil de survie a été retenu juste pour que vous puissiez faire des gros plans. Vous en avez entendu parler, et vous n'avez honnêtement pas pensé que c'était mal? Elle a regardé Charles par réflexe. Ma voix est devenue glaciale. Je vous le demande, ne le regardez pas. Chloé a brusquement tourné la tête, ses yeux devenant plus rouges. Elle a plaidé. Charles et moi n'avons qu'une relation professionnelle. Je n'ai jamais voulu me battre avec vous pour quoi que ce soit. En entendant cela, je me suis soudain sentie plus épuisée que furieuse. Il y a des gens qui joueront toujours la victime, même lorsqu'ils sont directement responsables de la douleur d'autrui. Je l'ai regardé et j'ai demandé, cette nuit sous la pluie, vous m'avez dit que l'homme qui venait était votre petit ami. Qui était-ce? Le visage de Chloé a perdu toute couleur. Charles a immédiatement fait un demi-pas en avant tandis qu'elle s'empêtrait dans ses explications. J'étais juste paniquée. J'ai mal parlé. J'ai juste vu Charles comme quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. J'ai laissé échapper un très léger rire. Vous lui avez fait confiance parce que vous saviez qu'il suffisait d'un simple coup de fil pour qu'il vienne. Chloé a secoué la tête frénétiquement. Elle a de nouveau regardé Charles, ses yeux implorant d'être secourus. En voyant ce geste, mon cœur est devenu entièrement froid. En 5 ans, je n'avais jamais osé regarder mon propre mari avec un regard aussi exigeant. Mais tout ce qu'elle avait à faire était de laisser ses yeux rougir un peu, entièrement confiante que quelqu'un interviendrait pour la protéger. Mes mains se sont levées avant même que je puisse y penser. La gifle a résonné fortement dans la salle de visionnage, faisant taire instantanément les pleurs et les murmures autour de nous. La tête de Chloé a basculé sur le côté, le bouquet tombant au sol, les lys blancs se dispersant sur le carrelage. Elle a tenu sa joue, me regardant avec une incrédulité totale, une minuscule tache de sang apparaissant au coin de sa bouche, ruinant son subtil rouge à lèvres. Elle a éclaté en sanglots. Vous m'avez frappé. J'ai regardé ma propre main. Ma paume brûlait, pourtant mes émotions étaient remarquablement sereines. J'ai dit que cette gifle n'était pas pour Charles. C'est la dette que vous devez à mon grand-père. Elle a immédiatement appelé Charles. Il s'est avancé, sa voix beaucoup plus lourde. Hélène, c'est une maison funéraire. Avez-vous une idée de ce que vous faites? Je me suis tournée pour le regarder. L'homme qui se tenait devant moi était toujours habitué à utiliser l'ordre et les règlements pour tout gérer, même lorsqu'une vie venait d'être perdue. J'ai demandé, ça vous fait mal de la voir comme ça? Il a serré la mâchoire, mais n'a pas répondu. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une pile de papiers pliés que j'avais préparés à l'avance. Une copie était la demande de divorce avec ma signature. L'autre était une copie de l'ordre de transfert officiel retenant l'appareil médical pour le projet de relations publiques, complet avec la signature de Charles et le sceau officiel de la base. J'ai tout poussé dans ses mains et j'ai dit, vous en choisissez un. Il a baissé les yeux, son expression changeant légèrement. J'ai continué. Soit vous signez les papiers de divorce pour que nous puissions mettre fin à cela discrètement, soit je soumets cet ordre de transfert à l'inspection générale des armées et exige une enquête fédérale complète sur l'ensemble du processus d'approbation. Charles a levé les yeux. Vous me menacez? J'ai secoué la tête. Je me sauve pour la toute dernière fois. Il y avait de nombreux anciens combattants dans la pièce. Aucun d'eux n'a parlé, mais tous les regards s'étaient tournés vers le document dans la main de Charles. Il a compris que ce n'était plus un conflit domestique. Détourner une pièce d'équipement médical stratégique pour un coup de publicité alors qu'un civil était dans un besoin critique était une infraction qui justifiait un examen interne massif. Même si les documents initiaux suivaient la procédure, la tragédie qui en résultait ne pouvait être effacée. Charles a baissé la voix. La demande de projet a été déposée avant que votre famille ne demande la machine. J'ai répondu, c'est vrai, mais quand vous avez découvert que mon grand-père attendait de mourir, vous avez quand même choisi de laisser la paperasse épuiser le temps. Il a insisté qu'il avait initié un examen secondaire.
J'ai eu un sourire amer. Votre demain est arrivé après que mon grand-père était déjà mort. Un long et lourd silence est tombé entre nous. J'ai regardé Chloé, soutenue par quelqu'un à proximité, puis j'ai regardé l'homme que j'avais tant aimé au point de me perdre entièrement. Il y a 6 ans, j'avais rangé mes rêves dans une pièce de rangement pour entrer dans ce mariage. 5 ans plus tard, tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est un genou cicatrisé et un membre de ma famille qui n'a pas pu survivre à la période d'attente de la procédure opérationnelle standard. Je n'avais plus la force d'être l'épouse compréhensive. J'ai sorti une photographie de ma poche. Elle avait été prise le jour où nous avions signé notre acte de mariage. Sur la photo, je portais la robe ivoire, souriant si brillamment, mes yeux plissés. Charles se tenait à côté de moi, son visage impassible, un petit espace vide entre nous. À l'époque, je pensais que le temps finirait par combler cet espace. En la regardant maintenant, cela ressemblait à un avertissement flagrant que j'avais délibérément ignoré. J'ai ouvert une petite paire de ciseaux et j'ai coupé la photo directement en deux. J'ai plié la moitié avec moi et l'ai mise dans ma poche. La moitié avec Charles est tombée sur le sol en marbre, tournant légèrement avant de s'arrêter près de la pointe de sa chaussure polie. J'ai dit, pendant 5 ans, j'ai vécu comme un fantôme dans votre maison. À partir d'aujourd'hui, je vous rends exactement à votre place. Charles a fixé son image coupée au sol et a demandé, et où est votre place? Sa voix n'était plus entièrement glaciale. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la panique, mais elle venait bien trop tard. J'ai répondu, partout où ce n'est pas à vos côtés. Je me suis tournée vers le cercueil et j'ai salué Papy André 3 fois. La dernière fois que j'ai levé les yeux, je l'ai regardé en face et j'ai murmuré très doucement, tu vois, papy. Cette fois, je vais vivre ma propre vie. J'ai ramassé mon vieux sac à dos posé près des chaises et je me suis dirigée vers la sortie. Marie a commencé à me suivre, mais j'ai secoué la tête parce que je voulais parcourir le reste de ce chemin seul. La brume dehors était plus froide que ce matin. J'ai descendu les marches lentement parce que mon genou me faisait encore mal quand le temps devenait rigoureux. Personne n'a appelé mon nom derrière. Ou peut-être Charles a-t-il appelé, mais cette voix ne possédait plus le pouvoir de me faire me retourner. Certaines ruptures ne commencent pas quand une personne franchit la porte. Elles commencent au moment exact où cette personne cesse d'espérer que celle qui est derrière la poursuivra. 3 jours plus tard, un avocat a livré les papiers de divorce signés au bureau de Charles. Il les a signés avec le même stylo-plume que j'avais utilisé la nuit de mon départ. Lorsque le dernier trait d'encre a séché, 5 ans de mariage ont été réduits à rien d'autre que quelques feuilles de papier avec des sceaux rouges officiels. Je ne sais pas ce qu'il pensait à ce moment-là. Quant à moi, j'étais déjà assise dans un train de nuit en direction des Alpes, serrant mon vieux sac à dos, regardant la ville s'estomper derrière la vitre. 6 ans plus tard, le nom Hélène Duval est apparu sur un écran massif lors d'un briefing au Centre de coordination des secours en montagne du Nord. La photo de profil montrait une femme aux cheveux courts, au visage bronzé et aux yeux calmes et perçants. En dessous se trouvait une longue liste de projets d'alerte au glissement de terrain à Chamonix, au col du Galibier, et dans diverses régions de haute altitude. Cette femme était radicalement différente de la jeune fille qui préparait tranquillement du café dans une maison de Lyon, mais c'était toujours moi. 6 ans, ce n'est pas un court laps de temps. J'ai tout recommencé du bas de l'échelle dans une équipe d'études géologiques dans les Alpes où mon premier travail n'était rien de plus que de consigner des données et de transporter de l'équipement. Pendant ces premiers jours, mon genou gauche me faisait tellement mal que je devais serrer les dents juste pour suivre l'équipe. Je n'ai jamais dit à personne que j'avais été l'épouse d'un officier militaire de haut rang dans les montagnes. Il se souciait seulement si je pouvais lire avec précision une fissure et si je pouvais tenir bon quand le ciel s'ouvrait. Mon ancien professeur m'a un jour demandé si je regrettais d'être revenu sur le terrain si tard. J'ai dit non. Mais la vérité est qu'il y avait des nuits où je m'allongeais sur un lit de camp, les larmes trempant mon oreiller. Mes camarades de collège avaient des années d'avance sur moi. Et les connaissances techniques que je maîtrisais autrefois étaient devenues obsolètes par endroits. J'ai dû tout réapprendre à partir de zéro, refaire chaque rapport et accepter d'être corrigé par des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Le plus étrange, c'est que je ne me suis jamais senti humilié.
Après avoir passé 5 ans à vivre pour apaiser quelqu'un d'autre, être autorisé à échouer à cause de mes propres choix était incroyablement libérateur. Chaque cale sur mes mains était réel. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, m'appartenait. Je n'avais plus besoin que quiconque reconnaisse tout ce que j'avais sacrifié. Dès ma 2e année, j'ai aidé à concevoir un système d'alerte précoce pour un village de montagne du col du Galibier. Une forte tempête cette année-là a coupé plusieurs routes. Mais grâce à l'alerte avancée, plus d'une centaine de familles ont été évacuées à temps. Quand j'ai vu les enfants être mis en sécurité, j'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles de mon grand-père. Ce n'était plus des larmes de perte. C'était comme une inondation emportant la partie de ma vie que j'avais considérée comme ruinée. À partir de ce projet, j'ai été invité à rejoindre des initiatives plus importantes. J'ai étudié la logistique de sauvetage avancée, la topographie numérique et la modélisation des glissements de terrain. Mes collègues m'ont surnommée Hélène le Glacier, car, quelle que soit la confusion d'une zone sinistrée, j'articulais chaque étape avec une clarté parfaite. Seuls mes proches savaient que je n'étais pas réellement froide. J'avais juste appris à ne plus laisser la peur dicter mes décisions. Au cours de ces 6 années, Charles a été promu et transféré à un commandement du Nord. Il est devenu un général supervisant des exercices de sauvetage conjoints pour plusieurs domaines de montagne. Son grade était plus élevé. Son bureau était plus grand et son emploi du temps était plus chargé que jamais. Il vivait toujours seul. Chaque fois que ses fonctions le ramenaient à Lyon, il restait dans l'ancienne maison près de la base. La maison est restée presque inchangée. Ses uniformes pendaient parfaitement droit, mais personne ne les arrangeait plus selon un calendrier. L'ancienne cafetière à piston avait été rangée, et la trace d'eau décolorée d'une petite plante en pot tachait toujours le bois du bureau. Dans le tiroir du bas se trouvait une enveloppe contenant la moitié d'une photo de mariage ne montrant que Charles avec son expression glaciale d'il y a 6 ans. Il pensait que le temps effacerait les souvenirs, mais le temps ne lui a fait que prendre conscience de tout ce qu'il avait autrefois tenu pour acquis. Personne ne réapprovisionnait les médicaments avant qu'ils ne soient épuisés. Personne ne se souvenait des jours où son estomac se nouait, et personne ne laissait une lumière tamisée dans le couloir quand il rentrait tard. Chloé n'apparaissait plus aussi souvent à ses côtés. Après les funérailles de mon grand-père, elle avait essayé d'expliquer qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'empiéter sur notre mariage. Charles n'a pas discuté, mais il ne lui a jamais rendu cette ancienne proximité. Les futurs projets de relations publiques ont été confiés à d'autres départements. La connexion qui m'avait causé de la douleur pendant des années s'est avérée si fragile qu'il lui a suffi de faire un pas en arrière pour qu'elle se dissolve entièrement. Un matin de début juin, une réunion de planification a eu lieu pour un exercice de sauvetage interagences. La zone désignée se trouvait près de la chaîne des Alpes, une zone notoire pour les glissements de terrain profonds et les terrains dangereux. Le secteur civil a proposé de faire appel à une équipe d'experts indépendants pour superviser la sécurité géologique. Lorsque la liste est apparue à l'écran, le stylo dans la main de Charles a cessé de bouger. La première ligne indiquait « Hélène Duval, géologue appliquée en gestion des catastrophes ». Le présentateur a ensuite détaillé les projets auxquels j'avais participé. Il a mentionné le système d'alerte au col du Galibier, le protocole d'évacuation à Chamonix, et un sauvetage post-crue éclair dans le Massif central. Chaque réussite était étayée par des données concrètes. Pas une seule ligne ne mentionnait que j'avais été l'épouse de Charles Dubois. Sur cet écran, j'étais entièrement à ma propre valeur. Charles a fixé la photo pendant longtemps. Mes cheveux étaient plus courts, mon visage plus émacié, les contours plus nets qu'auparavant. Les yeux sur la photo n'avaient plus le regard d'attente auquel il était habitué lorsque la femme à ses côtés l'appelait général. Il a finalement réalisé que le stylo dans sa main s'était brisé. Une flaque d'encre noire se répandant sur ses documents blancs. Il a posé le stylo cassé et a dit « Continuez ». Sa voix est restée stable, mais sous la table, sa main formait un poing serré. La réunion s'est terminée après près d'1 heure, et les gens sont sortis. Il a retenu le lieutenant Dubois. Au cours des 6 dernières années, Dubois était resté à ses côtés et avait gravi les échelons. Charles a demandé « Quand l'équipe d'experts arrive-t-elle » Dubois a répondu qu'ils arriveraient en hélicoptère de sauvetage dans 3 jours.
Le sponsor et l'agence de coordination étaient la Fondation de sécurité en montagne, fondée par Nicolas Bernard. Charles a fait une pause de quelques secondes avant d'ordonner le plus haut niveau d'hébergement, de transport et d'accueil. Il a explicitement ajouté de vérifier les préférences alimentaires et les conditions médicales de la chef d'équipe. Dubois l'a regardé et a déclaré « Le contact principal n'est pas mademoiselle Duval ». Charles a levé les yeux. Dubois a continué « Le coordinateur direct est monsieur Nicolas Bernard. Selon les dossiers, il a travaillé aux côtés de mademoiselle Duval pendant près de 5 ans. » La pièce est devenue encore plus silencieuse. Charles a simplement répondu « J'en suis conscient ». Cette nuit-là, il est rentré dans ses quartiers militaires plus tard que d'habitude. Il a ouvert le tiroir et a sorti la photographie déchirée. Son propre visage froid le fixant lui a donné l'impression de regarder un étranger. Il y a 6 ans, je m'étais coupé de sa vie d'un seul coup de ciseaunnette. 6 ans plus tard, il a enfin compris que la partie jetée n'était pas moi. Charles a posé la photo et a ouvert le dossier numérique de l'équipe d'experts. Juste à côté de mon nom se trouvait Nicolas Bernard, le fondateur de la Fondation de secours et le principal soutien financier de bon nombre de mes projets. Sur une photo prise sur un site de glissement de terrain, Nicolas se tenait à côté de moi, drapant sa veste sur mes épaules. Je regardais une carte, mais les coins de ma bouche étaient légèrement retroussés. Charles a regardé ce sourire pendant longtemps. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où je lui avais souri comme ça. Peut-être le jour de notre mariage, ou peut-être même plus tôt, car pendant nos dernières années, je ne souriais que pour que la maison paraisse moins froide. À ce moment-là, il a réalisé qu'il avait passé 6 ans à attendre que quelqu'un se retourne, seulement pour découvrir qu'elle était partie si loin qu'elle ne regardait même plus par-dessus son épaule. 3 jours plus tard, l'équipe d'experts a atterri sur l'hélipad du centre de secours vers 9 heures du matin. J'étais assise juste à côté de la fenêtre, regardant le centre de commandement en contrebas, des toits en tôle ondulés gris nichés dans la vallée, des routes d'entraînement serpentant le long des crêtes montagneuses. Il y a 6 ans, le simple fait d'entendre le nom de Charles me faisait mal à la poitrine comme si elle était écrasée. Cette fois, je savais qu'il était là, en bas, mais mon cœur n'a coulé que l'espace d'une brève seconde avant de revenir à la normale. Peut-être que le temps ne guérit pas vraiment tout. Il vous rend juste assez forte pour toucher la cicatrice sans saigner. Nicolas était assis en face de moi, les mains posées sur un classeur rempli d'onglets de couleurs. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a demandé « Avez-vous besoin d'une minute de repos avant le briefing ?» J'ai secoué la tête, vérifiant à nouveau l'altimètre à mon poignet. Nicolas a baissé les yeux sur mon genou gauche et m'a rappelé « Quand nous atterrirons, ne sautez pas comme les dernières fois. » Le médecin a dit « Vos articulations ne rajeunissent pas, même si votre tempérament, lui, le fait. » J'ai éclaté de rire. « Vous me faites passer pour une vieille de 80 ans. » Il a répondu de manière complètement impassible, « Une personne de 80 ans écoute mieux les instructions que vous. » Dès que les patins de l'hélicoptère ont touché le tarmac, Nicolas est sorti le premier, puis s'est tourné et m'a tendu la main. Il n'a pas dit « Prenez-la », ni ne s'est approché de trop près pour que cela paraisse intrusif. Pendant nos 5 années de travail ensemble, Nicolas a toujours fait exactement cela. Il a placé son soutien là où je pouvais le voir, puis m'a laissé entièrement le choix de l'accepter ou non. J'ai saisi le cadre de la cabine et suis descendu seul. Mais une fois mes bottes au sol, j'ai penché la tête et j'ai dit « Merci ». Nicolas a retiré sa main, le coin de sa bouche légèrement retroussé. Je ne savais pas que derrière la vitre de la salle de commandement, Charles était debout et nous regardait. Le lieutenant Dubois a mentionné plus tard que Charles était resté là depuis que l'hélicoptère était encore en vol stationnaire. Il a vu Nicolas me tendre la main et il a vu le petit sourire que j'ai adressé à l'homme à mes côtés. Un sourire que, en 5 ans de mariage et 6 ans de séparation, il ne se souvenait pas avoir reçu. Nous avons été escortés directement à la salle de briefing. Des bouteilles d'eau et des dossiers de briefing étaient déjà disposés sur la longue table de conférence, entourés de représentants des unités de secours et du gouvernement local. Charles se tenait près de l'écran du projecteur, vêtu d'une tenue de combat vert foncé. 6 ans avaient durci les traits de son visage. Des mèches argentées apparaissaient maintenant à ses tempes, mais ses yeux étaient exactement les mêmes, profonds et ne trahissant rien.
Quand je suis entrée, son regard est resté sur mon visage plus longtemps que ne l'autorisait la courtoisie professionnelle. J'ai soutenu son regard pendant un battement exactement avant de me tourner vers l'officier présentant l'ordre du jour. Ce moment fut si bref que personne d'autre ne l'a remarqué. Mais j'ai vu la main de Charles se crisper près de sa pile de dossiers. Peut-être s'attendait-il à une réaction différente, que ce soit de la colère ou de l'embarras. Le lieutenant Dubois s'est avancé pour accueillir l'équipe et a présenté « Voici le général Charles Dubois, le commandant de cet exercice ». J'ai hoché la tête et j'ai tendu ma main, suivant le protocole de base. « Bonjour, général Dubois. Je suis Hélène Duval, l'experte géologique principale de cette équipe. » Charles a fixé ma main pendant quelques secondes avant de la prendre. Sa main était aussi chaude que dans mes souvenirs, tandis que ma paume portait maintenant une fine couche de callosité due à des années de manipulation de cordes et d'équipements d'arpentage. Il a dit, « Cela fait longtemps. » J'ai retiré ma main et j'ai répondu, « Nous pouvons commencer le briefing maintenant. » Ma réponse a fait que le lieutenant Dubois a jeté un rapide coup d'œil à Charles, mais Nicolas a simplement tiré une chaise pour moi en silence. Il s'est assis sur le siège juste à côté de moi plutôt que de rester derrière moi comme un sponsor juste là pour observer. Sa présence ne m'a pas éclipsée, mais elle était assez proéminente pour que tout le monde sache que nous partagions une autorité égale. La réunion a débuté par un rapport de l'unité militaire. Ensuite, j'ai pris le contrôle de l'écran et j'ai présenté un modèle 3D de la zone d'exercice. J'ai mis en évidence les couches de sol altérées, les lignes de faille et 4 zones à haut risque de glissement profond après de fortes pluies. Quelques personnes ont d'abord juste feuilleté les dossiers, mais en quelques minutes, tout le monde levait les yeux. Mes données ne laissaient aucune place à la distraction. J'ai déclaré que le secteur ouest ne pouvait pas être utilisé comme zone de rassemblement. La couche de sol faible se trouvait à près de 1,8 mètre de profondeur de plus que ce qu'indiquaient les anciennes données. Un fonctionnaire local a demandé s'il pouvait temporairement la renforcer pour gagner du temps. J'ai répondu, vous pouvez la renforcer pour les véhicules légers par temps sec, mais si les précipitations dépassent 6,3 cm, personne n'est autorisé à y rester. Charles était assis en bout de table, ses yeux ne quittant jamais le modèle. Quand je suis passé au protocole d'évacuation, il a posé plusieurs questions très spécifiques sur les vitesses de glissement de terrain et les pannes de communication potentielles. J'ai répondu à chacune d'elles sans esquiver et sans céder un pouce juste à cause de son grade. À un moment donné, nous avons débattu pendant près de 10 minutes sur le maintien d'une voie d'approvisionnement ouverte. Finalement, Charles a refermé son stylo et a dit « Nous suivons la recommandation des experts ». J'ai réalisé que c'était la toute première fois de ma vie qu'il admettait publiquement que ma décision méritait d'être priorisée. Après la réunion, la salle s'est lentement vidée. J'étais en train de ranger mon disque dur quand Charles a appelé. « Hélène. » J'ai fini de fermer mon sac avant de me retourner. « Y a-t-il autre chose, général Dubois ?» Il s'est approché, son expression légèrement tendue. « Je veux vous parler en privé de ce qui s'est passé par le passé. » Je l'ai regardé quelques secondes et j'ai répondu, « Les affaires officielles peuvent être envoyées par le canal de coordination. » Charles a dit, « Je ne veux pas parler d'affaires officielles. » J'ai légèrement hoché la tête. « Alors vous pouvez contacter mon avocat. » Son visage s'est durci. J'ai continué, « Votre temps est précieux. Le mien aussi. » Juste au moment où je me suis tournée pour partir, Nicolas est entré, portant une tasse de café et un petit sac de pâtisserie. Il a posé la tasse devant moi et a dit « Americano décaféiné, sans sucre. » La pâtisserie n'a pas de raisin sec, alors n'essayez même pas de l'inspecter. J'ai regardé ma montre et j'ai demandé « Où avez-vous trouvé ça ?» Nicolas a répondu « Au mess. » J'ai fait ma tête la plus pitoyable pour l'obtenir. J'ai éclaté de rire. Charles se tenait à quelques pas, fixant la tasse de café dans ma main. En 5 ans de mariage, il savait seulement que je buvais du thé avec lui. Il ne savait pas que je préférais le café noir le matin. Ni qu'il détestait les raisins secs au point de les enlever un par un d'une pâtisserie. Ces petits détails sont soudainement devenus d'une acuité tranchante lorsqu'ils étaient rappelés par un autre homme. Nicolas s'est tourné vers Charles et a demandé poliment, «
Le général a-t-il besoin d'une consultation supplémentaire avec notre expert? Charles a répondu, c'est une affaire personnelle. Nicolas a hoché la tête. Alors j'attendrai dehors. Il n'a pas demandé si je voulais rester parce qu'il savait que je ferais mon propre choix. Cette confiance même a rendu Charles encore plus mal à l'aise. J'ai jeté mon sac sur mon épaule et j'ai dit, il n'y a plus rien à discuter. Puis je suis sortie avec Nicolas. Après avoir marché un peu, Nicolas a demandé, ça va? J'ai répondu, ça va. Il a regardé ma démarche et a dit, vous dites que vous allez bien, mais vous reportez tout votre poids sur votre jambe droite. Je me suis arrêtée, puis j'ai laissé échapper un rire impuissant. Arrête de regarder de si près, veux-tu? Nicolas a répondu, si je ne regarde pas de près, comment suis-je censé marcher à côté de vous? Cette phrase n'était ni trop douce ni sirupeuse, mais elle m'a réchauffé le cœur. Dans le passé, j'ai vécu à côté d'un homme où chaque signe de ma douleur devait être caché. Maintenant, quelqu'un pouvait dire que mon genou me faisait mal juste en regardant la façon dont ma botte touchait le sol. L'amour n'est parfois pas trouvé dans de grandes déclarations. Il est trouvé dans le fait que quelqu'un vous voit réellement. Cet après-midi-là, Charles a abordé Nicolas dans le chantier d'inspection de l'équipement. Il a demandé sans détour, quelle est exactement votre relation avec Hélène? Nicolas n'a pas eu l'air agacé. Il a vérifié un loquet de sécurité sur une mallette Pélican avant de répondre, partenaire et collègue. Charles a insisté, c'est tout. Nicolas l'a regardé, sa voix stable. Je la courtise. La main de Charles s'est figée sur son bloc-notes. Nicolas a ajouté, elle n'a pas dit oui, et je ne la force pas. La voix de Charles est devenue glaciale. Combien de temps allez-vous attendre? Nicolas a eu un léger sourire. Ce n'est pas la question importante. Il a fermé la mallette et a regardé Charles droit dans les yeux. Ce n'est pas un trophée que le vainqueur doit revendiquer. Je veux juste que, lorsqu'elle se retournera, elle sache que je suis toujours là. Sur ce, il est parti, laissant Charles seul dans une cour remplie de machines rugissantes. De loin, je les ai vus tous les deux, mais je n'ai pas pu entendre la conversation. Nicolas s'est approché de moi et m'a tendu la veste qu'il portait. Il a dit que la température chuterait rapidement et que mon genou ne supporterait pas le vent de la montagne. Je l'ai prise et j'ai demandé, qu'avez-vous dit pour qu'il vous regarde comme s'il voulait vous envoyer au cachot? Il a répondu très sérieusement, je ne faisais que présenter une perspective sur les droits humains fondamentaux. J'ai ri si fort que j'ai dû détourner le visage. Derrière nous, Charles se tenait toujours au même endroit. Il y a 6 ans, je l'attendais pour qu'il me voie. 6 ans plus tard, quand il a enfin posé son regard sur moi, j'étais à côté d'un homme qui n'exigeait pas que je me réduise pour être aimé. Chloé est arrivée au centre le 4e matin avec une équipe de relations publiques d'environ 10 personnes. Elle avait été invitée à participer à un programme de sensibilisation aux catastrophes pour promouvoir les compétences de sécurité civile. 6 ans avaient effacé une partie de son innocence juvénile, mais sa grande entrée n'avait pas changé. Sa tenue était méticuleusement choisie pour paraître robuste et professionnelle, mais prête pour la caméra. Au moment où elle est sortie de la camionnette, elle a scanné la zone comme si elle cherchait un visage familier. Quand elle a aperçu Charles près de la tente de commandement, Chloé s'est immédiatement approchée. Elle a appelé, « Charles, ça fait si longtemps ». Sa voix était toujours aussi douce qu'avant, mais Charles s'est contenté de hocher la tête et de lui demander si l'officier de sécurité l'avait briefé sur les protocoles. Chloé a eu l'air visiblement dépitée. Peut-être pensait-elle encore qu'il suffisait de se présenter pour que son ancienne position lui soit naturellement restituée. Charles lui a explicitement dit quelles zones étaient autorisées pour le tournage et lesquelles étaient strictement interdites. Il a également exigé que son équipe reste avec un guide militaire en tout temps. Chloé a souri gentiment et a répondu, « Je sais que vous êtes toujours aussi strict qu'avant. » Elle a délibérément mis en avant le passé devant tout le monde, mais Charles n'a pas mordu à l'hameçon. Il s'est simplement tourné vers le lieutenant Dubois et lui a ordonné de vérifier les badges d'accréditation de tout le monde. J'ai croisé Chloé au mess à midi. Elle se tenait près du poste de boisson. Ses yeux sont tombés sur la cicatrice visible sous ma jambe de pantalon, puis ont rapidement remonté vers mon visage. Après quelques secondes, elle a souri.
Hélène, ça fait bien trop longtemps. J'ai pris un plateau de nourriture et j'ai répondu, vous pouvez vous adresser à moi en tant que mademoiselle Duval. Nous sommes en service. Chloé a gardé son sourire, mais les coins de sa bouche se sont raidis. Elle a dit qu'elle avait voulu s'excuser pour le passé, mais n'avait pas pu trouver mes coordonnées. J'ai demandé, vous excusez pour quelle partie? Elle a marqué une pause avant de dire, pour la nuit pluvieuse et votre grand-père. Sortant de sa bouche, ces deux événements semblaient aussi triviaux que deux rendez-vous manqués. Je me suis assise à une table près de la fenêtre. Nicolas est arrivé avec un bol de soupe chaude et l'a posé devant moi. Il a dit, le chef a dit qu'il y avait du poivre dedans, alors je l'ai fait remplacer par un nouveau. J'ai regardé le bol et j'ai demandé où était sa nourriture. Nicolas a répondu, je mangerai plus tard. Prenez vos médicaments d'abord. Chloé s'est assise en face de nous, complètement sans y être invitée. Elle a regardé Nicolas et a demandé, vous êtes Nicolas Bernard, n'est-ce pas? J'ai lu un article sur votre fondation. Nicolas a hoché la tête poliment, mais n'a rien dit de plus. Il a simplement ouvert mon pilulier et a placé un comprimé anti-inflammatoire à côté de ma tasse d'eau chaude. Ce geste naturel a fait changer l'expression de Chloé. Elle s'est tournée vers moi et a dit, vous avez tellement de chance. Partout où vous allez, quelqu'un prend soin de vous. J'ai remué ma soupe et j'ai répondu, ce n'est pas de la chance. J'ai juste appris à mieux choisir les gens. Le sourire sur son visage a disparu une seconde. Nicolas a baissé les yeux, cachant un petit rire en buvant une gorgée d'eau. Un membre de l'équipe a appelé Chloé pour tester un angle de caméra. Elle s'est levée trop vite, son coude heurtant la tasse d'eau sur la table. L'eau s'est répandue directement sur les cartes topographiques et les feuilles de données que je venais d'imprimer. Chloé a immédiatement attrapé des serviettes et a haleté, « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je suis si maladroite, mais la tasse était positionnée trop loin de son bras pour que cette bosse soit entièrement accidentelle. » J'ai attrapé son poignet et j'ai dit, « Ne l'essuyez pas. Vous ne ferez qu'étaler l'encre. » Chloé a retiré sa main, l'air parfaitement innocente. J'ai appelé un officier technique pour prendre des photos des dégâts et j'ai demandé les images de sécurité du mess. Elle s'est figée. Ce ne sont que quelques feuilles de papier. J'ai répondu, ce sont des données de sécurité. Perdre une virgule ici peut coûter des vies humaines. Charles est entré exactement à ce moment-là. Il a regardé les documents trempés et a demandé ce qui s'était passé. Chloé a rapidement rétorqué, affirmant que c'était un accident. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement demandé à revoir les caméras. Charles s'est tourné vers le lieutenant Dubois et a ordonné de vérifier immédiatement. Chloé l'a regardé, agissant de manière incroyablement blessée. « Vous ne me croyez pas ?» Charles a répondu, « Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. » C'était exactement la phrase qu'il avait l'habitude de me dire. Mais cette fois, cela ne m'a pas causé de douleur. J'ai juste trouvé amusant que certaines personnes doivent payer un prix massif avant d'apprendre à appliquer leurs règles au bon endroit. Les images ont montré Chloé déplaçant la tasse plus près des papiers juste avant de se lever. L'action n'était pas assez flagrante pour prouver définitivement l'intention, mais elle était suffisante pour prouver une négligence grave. Charles lui a ordonné de ne pas s'asseoir près des zones de documentation et a affecté un officier pour surveiller chaque mouvement de ses équipes. Chloé m'a fusillé du regard, ses yeux pleins de venin. Je savais que cette colère ne venait pas de quelques feuilles de papier. Elle venait du fait que l'homme qui la protégeait autrefois du monde ne le faisait plus. Mais le changement de cœur de Charles ne m'a pas ému. Quand il s'est approché et a proposé de faire réimprimer tous les documents immédiatement, j'ai répondu, « Vous n'avez pas besoin de me défendre. » Charles s'est arrêté net. J'ai continué, « J'ai mes propres protocoles et je suis parfaitement capable de me protéger. » Il a déclaré qu'il ne faisait que son devoir. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Alors faites simplement votre devoir. N'en faites pas une forme de compensation. » Son visage s'est assombri. Je savais que j'étais froide, mais je n'avais absolument aucun désir d'accepter une gentillesse tardive comme une dette pour laquelle j'étais censée être reconnaissante. Cet après-midi-là, Chloé a été assignée à filmer dans la zone de simulation de secours primaire.
Elle a suivi les instructions pour les 2 premières scènes, mais s'est constamment plainte que les images n'étaient pas assez dramatiques. Le réalisateur a suggéré que le terrain plus haut sur la montagne était plus beau, mais le guide militaire l'a rejeté car il se trouvait au-delà du périmètre d'avertissement. Chloé n'a pas discuté devant eux. Elle a juste fixé silencieusement la crête de la montagne marquée de panneaux, interdiction d'accès. Cette nuit-là, j'ai examiné les données de précipitation et j'ai découvert que l'humidité du sol augmentait rapidement. J'ai envoyé une alerte au canal de coordination demandant une revérification de 3 stations de surveillance dès le lendemain matin. Nicolas a regardé les relevés et a dit, s'il pleut encore une nuit, toute la route du nord devra être fermée. J'ai hoché la tête. Dans notre métier, les catastrophes s'annoncent rarement par des explosions massives. Elles commencent par quelques chiffres faussés que les gens impatients ignorent comme insignifiants. À peu près au même moment, Chloé a dit à son équipe qu'ils allaient faire un tournage spécial au lever du soleil le lendemain matin. Elle a affirmé que monter de quelques centaines de mètres plus haut leur donnerait une vue panoramique sur la vallée et que les images deviendraient virales. Un jeune caméraman lui a rappelé que la zone était restreinte. Chloé a répondu, « Nous filmons vite et revenons tout de suite. Personne ne saura. » Un autre membre de l'équipe a demandé nerveusement, « Et si on se fait prendre ?» Chloé a souri. « Je prendrai l'entière responsabilité. » Elle l'a dit si légèrement parce que toute sa vie, quelqu'un d'autre avait toujours été là pour assumer les conséquences à sa place. Aucun d'eux ne savait qu'en dessous du sol humide de cette crête, une toute nouvelle ligne de faille se déchirait silencieusement à travers la zone exacte où ils prévoyaient d'entrer. Vers minuit, mon équipement de surveillance a signalé une anomalie. L'indice de déplacement à la station 7 avait triplé en moins de 2 heures. J'ai sauté du lit et j'ai appelé Nicolas. Dès qu'il a répondu, j'ai dit, « Je me dirige vers la salle de contrôle maintenant. » J'ai enfilé ma veste et suis sorti dans le couloir. La pluie dehors tombait plus fort, les gouttes martelant le toit métallique comme des milliers de doigts tambourinant sans relâche. J'ai fixé le flash rouge sur l'écran de mon téléphone, un frisson glacé me parcourant la colonne vertébrale. La station 7 était située juste au-dessus de la zone que Chloé avait fixée tout l'après-midi. À 3h12 du matin, le système d'alerte précoce a retenti en continu à l'intérieur du centre de commandement. Dès que je suis entré, j'ai vu les 3 points de surveillance sur la crête passer du jaune au rouge critique. Nicolas se tenait devant l'écran principal, ses mains volant à travers les couches de données. La station 7 glisse latéralement. La vitesse est en hausse de près de 4 cents%. J'ai regardé les précipitations cumulées et j'ai senti la peau autour de mon genou devenir tendue. Ces chiffres n'étaient plus des prévisions. Ils étaient une garantie que tout le flanc de la montagne pouvait céder à tout moment. J'ai appelé Charles en courant vers la tente de commandement. Il a décroché instantanément, sa voix vive et alerte malgré qu'il vienne de se réveiller. Quelle est la situation ? J'ai clairement indiqué que 3 stations avaient dépassé les seuils critiques, la station 7 étant située directement au-dessus de la route de transport du Nord. Charles a demandé combien de secteurs devaient être bouclés. J'ai répondu, fermer toute la route du Nord, évacuer les équipes techniques et déplacer le camp de base du pied de la pente avant 6 heures. Il a marqué une pause de 2 secondes avant de dire, je vais émettre l'ordre. Lorsque nous sommes arrivés à la tente de commandement, quelques officiers s'opposaient encore à une évacuation immédiate, affirmant que la pluie montrait des signes de relâchement. Le commandant de la logistique a déclaré qu'il y avait encore 3 véhicules remplis d'équipements là-haut. S'il fermait la route, tout l'exercice serait retardé d'au moins 2 jours. Charles m'a regardé et a demandé, « Pouvons-nous retenir le personnel pendant 1 heure pour extraire le matériel ?» J'ai pointé la courbe de déplacement sur le moniteur. Personne ne sait si nous avons 1 heure ou si nous avons 10 minutes. Le commandant de la logistique a essayé d'arguer que la cargaison comprenait des équipements de communication incroyablement chers, des relais et du matériel spécialisé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, seules les personnes vivantes peuvent remplacer l'équipement. Le matériel ne vaut pas la peine d'être échangé contre des vies. La pièce est tombée dans un silence de mort. Charles m'a regardé très longtemps. Peut-être parce qu'il a réalisé que je ne parlais pas seulement des camions au pied de la montagne. Il y a 6 ans, un équipement valait plus que la vie de mon grand-père.
Il s'est tourné vers le lieutenant Dubois et a ordonné une évacuation totale. Des sirènes ont résonné à travers le camp alors qu'il faisait encore nuit noire dehors. Les équipes de secours ont été réveillées et se sont déplacées le long d'itinéraires prédéfinis. Nicolas et moi sommes allés au centre de données pour suivre la vitesse du glissement. Mon genou me faisait plus mal à mesure que la température chutait, mais je ne me suis pas arrêté. Vers 5 heures du matin, un officier des communications s'est précipité, rapportant qu'il ne pouvait pas joindre l'équipe de Chloé. Selon le manifeste, ils étaient censés être au point de rassemblement, mais 4 personnes manquaient. J'ai affiché leur dernier ping GPS et j'ai vu que le signal s'était arrêté juste près de la station 7. La glace a inondé mes veines. Chloé avait emmené son équipe directement dans la zone rouge. Charles les a appelés à la radio à plusieurs reprises sans réponse. Un caméraman laissé au camp a avoué, tremblant, que Chloé avait voulu monter au pour filmer le lever du soleil. Ils étaient partis en randonnée après 4 heures du matin en utilisant un sentier secondaire. Charles a claqué son poing sur la table et a ordonné, former une équipe de recherche. J'ai instantanément pris une carte topographique et j'ai marqué 3 vecteurs d'approche. Nicolas a essayé de m'arrêter. Restez dans la salle de contrôle. Je dirigerai l'équipe. J'ai secoué la tête. Vous ne pouvez pas lire le micro-terrain aussi vite que moi. Il a regardé mon genou et a baissé la voix. Vous n'avez pas besoin d'être la première à passer la porte à chaque fois. J'ai répondu, mais cette fois, je suis la seule à savoir quelles sections ont encore du substrat rocheux. Charles a également objecté. Il a déclaré qu'en raison des fortes pluies et du terrain déstabilisé, je n'avais besoin de les guider qu'à distance. Je l'ai regardé et j'ai demandé, si les communications radio tombent en panne, qui trace la route d'évacuation? Il n'a eu aucune réponse. Finalement, Nicolas a soupiré, a attrapé un harnais de sauvetage et s'est agenouillé pour ajuster mon attelle de genou. Il a dit, si vous y allez, vous suivez mon rythme. Je lui ai dit, ne me donnez pas d'ordre comme un commandant. Nicolas a serré les sangles et a dit, je supplie actuellement une femme très têtue de rester en vie. Malgré la tension suffocante, j'ai laissé échapper un léger rire. Juste un bref son, mais suffisant pour arrêter ses mains de trembler. L'équipe de recherche de 8 personnes est partie juste au moment où le ciel commençait à s'éclaircir. Charles était à l'arrière tandis que Nicolas restait à ma gauche pour surveiller ma démarche. Le sentier s'était transformé en boue liquide. Chaque pas donnait l'impression que la terre cédait sous mes bottes. Je vérifiais constamment les nouvelles fissures et les directions d'écoulement de l'eau. Après près de 40 minutes, nous avons entendu des appels à l'aide provenant d'une crique rocheuse. Un jeune caméraman était coincé près d'un tronc d'arbre, sa jambe écrasée sous une lourde caisse d'équipement. 2 autres essayaient désespérément de le libérer. Chloé se tenait à proximité, le visage livide, ses vêtements couverts de boue. Dès qu'elle a vu Charles, elle a éclaté en sanglots et a couru vers lui. « Charles, je savais que tu viendrais. » Charles ne l'a pas rattrapé comme il l'avait fait il y a 6 ans. Il a simplement exigé de savoir qui d'autre manquait et qui était blessé. Chloé a sangloté qu'une assistante avait glissé plus bas et que le caméraman ne pouvait pas marcher. Je l'ai coupé. Pleurez plus tard. Écoutez mes ordres si vous voulez encore vivre. Chloé m'a regardée, stupéfaite. J'ai ordonné aux 2 membres les plus légers de l'équipe de se diriger vers l'étagère rocheuse à droite, évitant strictement la zone de sol de couleur grise. Nicolas et l'équipe de secours ont soulevé la lourde caisse de la victime. Charles a hissé l'homme sur son dos et l'a sorti de la crique. Chloé était toujours figée dans la panique, alors je lui ai attrapé le poignet et je l'ai traîné en avant. À travers ses larmes, elle a demandé, « Vous ne me détestez pas ?» Je ne me suis pas retournée. Je déteste que vous traitiez les vies humaines comme un jeu, mais je ne vais pas vous laisser mourir juste pour prouver que j'ai raison. Elle a glissé une fois et s'est accrochée à mon bras. Je ne l'ai pas repoussée. Soudain, le signal d'avertissement de mon appareil portable est passé à un hurlement aigu et continu. Nicolas a regardé l'écran et a crié, « L'étagère supérieure est en train de partir. » Tout le monde s'est mis à courir. Du flanc de la montagne est venu un profond grondement sourd comme une énorme porte de chambre forte souterraine qu'on arrachait.
De la boue et de petits rochers ont commencé à se répandre sur notre chemin. Juste au moment où nous avons traîné le premier groupe sur le substrat rocheux solide, un bruit assourdissant a éclaté derrière nous. L'étagère supérieure s'est effondrée, anéantissant complètement l'endroit exact où il se tenait moins d'une minute auparavant. Chloé s'est effondrée sur les genoux de pure terreur. Charles l'a relevée, l'a poussée vers le lieutenant Dubois et a tourné la tête pour me chercher. Je regardais le flux de données d'une station relais portable. Un capteur plus bas transmettait encore des données en direct, mais sa ligne d'ancrage se déplaçait. S'il était emporté, nous perdrions toute capacité à prédire le glissement secondaire. J'ai tendu ma radio à Nicolas et j'ai dit, je dois amener ce relais en lieu sûr. Il m'a attrapé l'épaule. Non. J'ai montré l'écran. Si nous perdons le flux de données, les équipes en bas ne sauront pas quand la deuxième vague frappera. Nicolas a soutenu que nous pouvions abandonner le matériel. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas juste du matériel. C'est la bouée de sauvetage de plus de 30 personnes là-bas. Avant qu'il ne puisse m'arrêter, je me suis retournée et j'ai couru. Charles a sprinté derrière moi. Il a hurlé mon nom, mais le rugissement de la terre mouvante l'a noyé. J'ai attrapé la ligne d'ancrage et j'ai glissé vers le relais suspendu près du bord. Le sol sous moi était si mou, mes bottes s'enfonçaient profondément dans la boue. Juste au moment où j'ai décroché le mousqueton, la terre à ma droite a cédé. Tout mon corps a glissé vers le précipice. J'ai réussi à attraper une épaisse racine d'arbre, mais mon genou gauche a violemment heurté une roche. La douleur aveuglante a presque entièrement sapé la force de mes mains. Charles s'est jeté en avant et m'a attrapé le poignet. Il était allongé à plat ventre dans la boue, une main agrippant une corde, l'autre me tirant vers le haut. J'ai regardé son visage, à quelques centimètres du mien. La pluie coulait sur ses yeux, et le regard qui était habituellement si froid était maintenant rempli de pure panique. Il a crié, « Lâchez le relais !» J'ai gardé ma prise de fer sur la ligne d'attache. Non, le téléchargement n'est pas terminé. Charles a serré les dents. Hélène, lâchez. Dans cette fraction de seconde, la nuit pluvieuse d'il y a 6 ans a traversé mon esprit. J'étais coincé dans ma voiture et il était parti. Maintenant, sa main écrasait mon poignet, se retenant si désespérément que c'était comme si le laisser partir lui coûterait tout. Mais sa culpabilité ne pouvait pas remplacer le protocole de sauvetage. Une corde est tombée d'en haut. Nicolas a attaché un mousqueton à un tronc solide et est descendu en rappel à côté de nous. Il ne s'est pas jeté aveuglément. Il a d'abord vérifié la capacité de charge de l'ancre, puis a rapidement attaché un harnais de sauvetage autour de ma taille. Il a parlé fort et clairement, « Hélène, regardez-moi. Lâchez avec votre main gauche et attrapez le verrou de poitrine. » J'ai fait ce que Nicolas a dit. Il a transféré mon poids sur la ligne principale et a signalé à l'équipe au-dessus de tirer. Charles n'a pas lâché mon poignet tant que mon corps n'a pas dépassé la corniche. Quand je me suis effondré sur la roche solide, il m'a finalement relâché, ses mains tremblant violemment. Nicolas n'a pas demandé si j'étais blessé. Il s'est agenouillé, a vérifié mes pupilles et a passé ses mains autour de mon genou pour localiser la blessure. Il m'a regardé très longtemps avant de dire « Vous me devez des excuses pour celle-ci ». J'ai halté, forçant une respiration. « Je m'excuserai quand nous serons en bas. » Il a répondu « Je facture des intérêts. » Le relais pendait toujours au bout de la ligne. J'ai ordonné à l'équipe de le hisser car les données confirmaient que le glissement secondaire frapperait dans environ 20 minutes. Charles n'a plus discuté. Il a immédiatement émis l'ordre à toutes les unités restantes de quitter les zones de danger. Grâce à ce signal, les équipes au pied de la montagne ont évacué juste avant que la deuxième vague de boue et de rochers ne s'écrase. Au moment où nous sommes rentrés au camp, le soleil était complètement levé. La pluie tombait toujours, mais beaucoup plus légèrement. Chloé était assise à l'arrière d'une ambulance, serrant une tasse d'eau chaude, son maquillage impeccable complètement ruiné. Elle m'a regardé alors que j'étais transporté hors de la civière et a éclaté en sanglots. Cette fois, les pleurs n'étaient pas un acte calculé. C'était la terreur brute et authentique de quelqu'un qui comprenait enfin qu'elle avait failli entraîner plusieurs personnes à leur mort. Je ne lui ai pas dit un mot.
Nicolas marchait à côté de la civière, une main tenant une poche de perfusion, l'autre posée sur la barrière métallique, pour que je sache qu'il était toujours là. Charles marchait à quelques pas derrière. Son visage était plus pâle que les personnes qui venaient d'être secourues, et sa main droite était maculée de sang pour avoir été coupée sur les rochers quand il m'avait tiré vers le haut. Le médecin de la tente de campagne a diagnostiqué une grave entorse à mon genou gauche et une nouvelle déchirure du cartilage, mais pas assez grave pour nécessiter une intervention chirurgicale immédiate. Je devais le garder immobilisé pendant quelques jours et faire une IRM lorsque je serais transféré dans un hôpital plus important. Nicolas se tenait à proximité, absorbant chaque mot, puis a posé des questions détaillées sur les médicaments et les calendriers d'observation. Charles est resté à l'extérieur du rideau pendant tout ce temps, sans jamais entrer, même si personne ne l'en empêchait. Je savais qu'il était là parce que son ombre était projetée contre le tissu fin. Quand le médecin est parti, Nicolas a posé une tasse d'eau chaude sur la table et a tiré une couverture sur mes jambes. Il n'a pas abordé ma plongée imprudente vers le relais. Son silence m'a fait me sentir plus coupable que n'importe quelle leçon n'aurait pu le faire. J'ai dit doucement, « Je suis désolé. » Il m'a regardé et a demandé, « Désolé pourquoi ?» J'ai répondu, « Pour ne pas vous avoir écouté. » Nicolas a secoué la tête. « Je n'ai pas besoin que vous suiviez les ordres. J'ai besoin que vous vous souveniez que votre propre vie fait également partie des choses que vous êtes censé sauver. » Ces mots m'ont serré la gorge. Pendant des années, j'avais appris à sauver les autres. Mais au fond, j'avais toujours l'habitude de me considérer comme jetable. J'ai souri pour cacher mes émotions. Vous ressemblez à une affiche de motivation. Nicolas a tiré une chaise et s'est assis. Alors la prochaine fois, je l'imprimerai sur un t-shirt pour que vous puissiez le lire. J'ai laissé échapper un rire, mais au moment où je l'ai fait, mes yeux ont brûlé. Il n'a pas insisté. Il a juste posé sa main sur le bord du lit, juste là où je pouvais l'atteindre si je le voulais. Cet après-midi-là, l'état-major a tenu une réunion d'urgence concernant les actions de l'équipe de Chloé. Les images de la caméra de tableau de bord et les témoignages ont confirmé qu'elle avait explicitement exigé qu'ils franchissent le périmètre de sécurité. Des vidéos des coulisses ayant fuité l'ont même surprise en disant que Charles s'en occuperait si quelque chose tournait mal. Ces clips se sont répandus plus vite qu'elle ne l'avait jamais anticipé. Son contrat de relations publiques a été instantanément résilié, et les agences fédérales ont exigé une enquête complète sur ses responsabilités. Chloé a demandé à me voir avant de quitter la base. Elle est entrée les jambes tremblantes, sans maquillage, les yeux rouges et gonflés. Elle s'est arrêtée à quelques pas de mon lit et a dit, « Je suis désolée. » J'ai demandé, « Pour aujourd'hui ou pour tout ce qui s'est passé il y a des années ?» Elle a baissé les yeux. Après un moment, elle a avoué qu'elle pensait que tant qu'elle aurait l'attention de Charles, rien d'autre n'importait. Elle savait qu'il était marié. Mais comme c'était gardé secret, elle s'est convaincue que ce n'était pas réel. Elle aimait le frisson d'appeler un homme glacial et intouchable et de le regarder tout laisser tomber pour se précipiter vers elle. Cela lui faisait croire qu'elle était spéciale. J'ai tout écouté, puis j'ai demandé, « L'avez-vous aimé ?» Chloé est restée silencieuse longtemps avant de répondre, « Je crois que j'aimais juste être choisie par lui. » J'ai regardé la femme qui se tenait devant moi. Et soudain, je n'étais plus en colère. Elle m'avait fait souffrir, mais elle n'était qu'une personne essayant de trouver sa valeur aux yeux d'un homme. La seule différence entre nous était que j'avais réussi à partir à temps. J'ai dit, « Le fait que je vous ai sauvé ne signifie pas que tout est pardonné. » Chloé a hoché la tête, des larmes coulant à nouveau. J'ai continué, « Vous devez prendre vos responsabilités envers les personnes qui vous ont suivi. Arrêtez de pleurer en attendant que les gens soient indulgents avec vous. » Cette fois, elle n'a pas discuté. Elle a légèrement incliné la tête et est sortie de la tente. Ce soir-là, Charles est finalement entré. Il avait changé d'uniforme, mais les coupures sur sa main n'étaient que sommairement pensées. Il est resté près de l'entrée quelques secondes avant de demander, « Pouvons-nous parler ?» J'ai regardé la chaise vide en face de moi et j'ai hoché la tête. Il s'est assis, mais sa posture manquait de la perfection rigide qu'il maintenait à chaque réunion. Charles a regardé la longue cicatrice sur mon genou. Le vieux tissu coupant en diagonale la peau nouvellement enflée était trop flagrant pour être ignoré.
Il a demandé cette nuit-là, à quel point ça faisait mal. Je savais qu'il parlait de l'accident de voiture d'il y a 6 ans. J'ai répondu, ça faisait tellement mal que j'ai cessé de souhaiter que vous reveniez. Ses mains se sont serrées. Il a dit qu'il avait pensé sans fin à cette nuit pluvieuse, à la façon dont il n'avait regardé ma voiture écrasée que pendant 2 secondes avant de se détourner. Il s'était dit qu'il ne faisait que du triage parce que Chloé paniquait et que la victime de l'accident était prise en charge par son lieutenant. Mais plus il y pensait, plus il réalisait qu'il avait fait son choix avant même de voir le conducteur. Il avait choisi la personne qu'il avait appelée en premier. Charles a dit, « Je suis tellement désolé de ne pas vous avoir reconnu. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Ce n'est pas que vous ne m'avez pas reconnu. Vous ne saviez même pas quelle voiture je conduisais. » Cette phrase lui a fait baisser la tête. Il y a des années, je voulais qu'il ressente de la douleur quand il réaliserait enfin cela. Maintenant, le voir réellement souffrir ne me faisait pas me sentir plus légère. Il s'est excusé pour le contrat de mariage, pour les appels téléphoniques interdits et pour les dîners qu'il n'avait jamais partagés avec moi. Il s'est excusé d'avoir traité mes soins comme une caractéristique automatique et intégrée de sa maison. Finalement, il a évoqué mon grand-père, sa voix se brisant en disant « Je me suis trop appuyé sur le refus d'enfreindre les règles. » J'ai répondu « Les règles n'étaient pas le problème. Les utiliser comme un bouclier pour éviter de prendre ses responsabilités, c'était ça le problème, Charles. » Il a levé les yeux. J'ai continué, « Vous aviez l'autorité d'initier un contournement d'urgence, mais vous étiez terrifié que les gens pensent que vous faisiez du favoritisme. Vous avez gardé votre réputation d'objectivité impeccable, et mon grand-père est mort. » Il n'a pas discuté. Après un lourd silence, il a demandé, « Je pensais que suivre la procédure parfaitement faisait de moi celui qui avait raison. » J'ai regardé par la fenêtre de la tente. Dans un centre de commandement, peut-être, mais dans une relation, les gens ne survivent pas aux procédures. Il a fermé les yeux pendant quelques secondes, laissant échapper un très lent soupir. Il a demandé s'il y avait une chance que nous puissions recommencer. Il l'a demandé d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue de sa part. Il y a 6 ans, s'il m'avait demandé cela, j'aurais probablement tout laissé tomber pour revenir. Mais la femme assise dans ce lit d'hôpital n'était plus la jeune fille qui attendait le son d'une clé dans la porte chaque nuit. J'ai dit, « Je ne vous rejette pas à cause de Nicolas. » Charles m'a regardé. J'ai continué, « Même s'il n'était pas là, je ne reviendrai pas. » Il a demandé, « Parce que vous ne m'aimez plus ?» Je suis restée silencieuse un instant avant de répondre, « Parce que je ne suis plus quelqu'un qui peut survivre dans cette maison. » Charles a fouillé dans sa poche de poitrine et a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait la moitié de la photo de mariage que j'avais laissée sur le sol de la maison funéraire. Le papier était usé, les bords maculés d'empreintes de doigts d'avoir été manipulés bien trop de fois. Il l'a posée sur la table et a dit, « J'ai gardé ça pendant 6 ans. » J'ai regardé son visage froid sur la photo et je n'ai ressenti absolument aucune douleur. Il a demandé si je voulais la reprendre. J'ai pris la photo et je l'ai glissée dans la poche latérale de mon dossier. Charles m'a regardé faire, un bref éclair d'espoir dans ses yeux. J'ai dit, je mets ceci dans mes archives personnelles. C'est un morceau du passé, pas une promesse. La lumière dans ses yeux s'est estompée très lentement. Avant de quitter la tente, Charles s'est arrêté au rabat et a dit, je veux toujours attendre. J'ai répondu, c'est votre choix, mais n'en faites pas mon fardeau. Il a hoché la tête. Pour la toute première fois, il a accepté une limite que j'avais fixée sans essayer de la contourner. Quand le rabat de la tente s'est refermé, Nicolas est entré quelques minutes plus tard. Il n'a pas demandé de quoi nous avions parlé. Il a juste regardé l'endroit vide sur la table et a demandé, « Avez-vous besoin que j'aille brûler quelque chose ?» J'ai ri. « Vous n'êtes pas curieux ?» Nicolas a tiré une chaise et a répondu, « Je le suis, mais vous respecter est plus important. » J'ai regardé sa main posée près du bord du lit. Après un moment, j'ai posé ma main sur la sienne. Nicolas ne l'a pas serrée trop fort. Il a juste fermé ses doigts juste assez pour la tenir. Je pensais que guérir signifiait oublier tout ce qui s'était passé. Maintenant, je comprends que guérir, c'est se souvenir de tout,
tout en étant capable de tenir paisiblement la main de quelqu'un d'autre. 3 mois plus tard, le premier système d'alerte précoce au glissement de terrain a été officiellement remis à la ville située en dessous de la zone d'exercice. 6 nouvelles stations de surveillance sont devenues des installations permanentes. Les données étaient directement transmises au bureau de gestion des urgences du département, et les habitants étaient formés au protocole d'évacuation. Le projet a été achevé 2 semaines en retard, mais personne ne s'est plaint. Après le quasi-désastre, tout le monde a réalisé qu'un système qui sauve des vies vaut infiniment plus qu'un exercice impeccable sur le papier. J'étais de nouveau sur pied après la physiothérapie. Mon genou me faisait encore mal quand le temps devenait froid, mais mon médecin m'a autorisé à travailler sur le terrain tant que je gérais mon rythme. Nicolas m'a acheté un nouveau bâton de randonnée et a apposé une étiquette sur la hampe qui disait « Actif de sauvetage prioritaire ». Je l'ai regardé et j'ai demandé s'il se sentait un peu enfantin. Il a répondu « Non, je me sens comme un excellent éducateur ». Charles a été transféré pour commander un programme différent après la passation de projet. Un jour avant son départ, il m'a envoyé une courte lettre via le lieutenant Dubois. La lettre ne me demandait pas de revenir. Elle indiquait simplement qu'il avait initié un examen fédéral des allocations d'équipement médical militaire, instituant un protocole de contournement rapide pour les urgences civiles critiques. Il savait que cela ne ramènerait pas mon grand-père, mais au moins son ancienne erreur ne serait pas répétée avec une autre famille. J'ai fini de lire et j'ai plié la lettre. Nicolas se tenait à proximité, mais n'a rien demandé. J'ai dit, il a enfin compris ce qui devait être réparé. Nicolas a répondu, c'est une bonne chose. Je l'ai regardé. Vous n'êtes pas jaloux? Il a haussé les épaules. Je peux être jaloux du présent. Se battre avec le passé, ça semble juste épuisant. Cet après-midi-là, nous avons marché jusqu'au point le plus élevé de la route de surveillance pour une dernière inspection. De là, nous pouvions voir les minuscules toits nichés dans la vallée et la route nouvellement renforcée serpentant le long de la montagne. Je me tenais devant la station d'alerte nommée en l'honneur de Papy André, ma main posée sur la plaque métallique froide. Ma famille avait accepté que le programme local d'équipement soit nommé en son honneur. J'ai murmuré, tu vois, papy? J'ai enfin atteint le sommet d'une vraie montagne. Le vent soufflait, ébouriffant légèrement mes cheveux. À ce moment-là, je me suis souvenu de la jeune fille qui avait écrit cette phrase dans son journal de géologie et l'avait enterrée au fond d'une boîte de rangement. Il m'a fallu un détour de 10 ans pour enfin atteindre l'endroit où j'avais toujours voulu aller. Mais au moins je suis arrivé à temps. Nicolas se tenait à quelques pas. Il n'a pas empiété sur l'espace tranquille entre mon grand-père et moi. Ce n'est que lorsque je me suis retourné qu'il s'est avancé et m'a tendu une petite boîte. Je l'ai regardé avec suspicion. Ne me dites pas que c'est une bague. Il a éclaté de rire. Ai-je l'air d'un homme qui a un désir de mort? À l'intérieur de la boîte se trouvait une petite boussole en laiton. Le dos était gravé, ne vous perdez jamais, où que vous alliez. J'ai caressé la gravure avec mon pouce et j'ai demandé, un cadeau de fin de projet? Nicolas a secoué la tête. Il m'a regardé, son regard calme, mais beaucoup plus sérieux que d'habitude. Il a dit, je ne sais pas où votre travail vous mènera d'autre. Je suis restée silencieuse, écoutant. Il a continué, et je ne veux pas vous lier par une promesse, mais si vous le permettez, j'aimerais marcher à vos côtés pendant très longtemps. Il n'y avait pas de fleurs, pas de musique, et pas de foule qui applaudissait autour de nous. Juste le son du vent de la montagne et une boussole qui se réchauffait dans la paume de ma main. J'ai demandé, et si je me précipite à nouveau dans une zone dangereuse? Nicolas a répondu, je vous en sortirai d'abord, puis je vous gronderai plus tard. J'ai demandé, et si je ne veux pas me marier de sitôt? Il a dit, alors on ne le fera pas. Je l'ai regardé. Et si je veux partir en mission sur le terrain demain matin? Il a soupiré. Alors je vais devoir devenir beaucoup plus doué pour travailler à distance. J'ai éclaté de rire. Cette fois, le sourire n'a demandé aucun effort, et il n'y avait pas la moindre trace de douleur cachée derrière. Nicolas n'a pas demandé de réponse verbale. Il est juste resté là, patient comme toujours, offrant sa main, mais ne me forçant jamais à la prendre.
À cause de cela, j'ai fait le pas en avant moi-même. J'ai glissé la boussole dans ma poche et j'ai pris sa main. Nicolas a baissé les yeux sur nos mains avec un rare air de surprise agréable. J'ai dit, très longtemps me convient. Il a demandé, des conditions? J'ai répondu, vous n'avez pas le droit de prendre des décisions pour moi. Nicolas a hoché la tête avec une sincérité absolue. D'accord. Puis il a ajouté, mais vous n'avez pas non plus le droit de traiter votre propre vie comme une ressource consommable. J'ai souri et j'ai serré sa main. Ça, je vais essayer d'y travailler. En bas dans la vallée, la sirène de test du système d'alerte précoce a retenti 3 fois avant de se taire. Les habitants de la ville avaient été avertis à l'avance, il n'y a donc pas eu de panique. Les enfants jouant dans la cour de l'école ont juste levé les yeux, puis sont retournés à leur jeu. Ce son était autrefois lié à une terreur pure. Mais aujourd'hui, il semblait être un rappel que les gens peuvent apprendre à se protéger mutuellement avant qu'il ne soit trop tard. Charles a quitté le centre de commandement le lendemain matin. Par la vitre de son Tao, il nous a vus, Nicolas et moi, inspecter un réseau de capteurs près de la crête. Il n'est pas sorti du véhicule, et n'a pas attendu que le lieutenant Dubois demande s'il devait s'arrêter. Charles a secoué la tête et a dit, plus maintenant. Le SUV noir a descendu le col de la montagne, disparaissant lentement derrière la lisière des arbres. Je l'ai vu de loin, mais je n'ai pas arrêté mon travail. Il y a des gens qui étaient autrefois votre monde entier, qui ne deviennent finalement rien de plus qu'une voiture s'estompant à l'horizon. Non pas parce qu'ils n'ont jamais été importants, mais parce que la vie continue même après qu'ils aient disparu de votre champ de vision. Je me suis penché pour ajuster le boîtier du capteur. Nicolas se tenait derrière moi, ancrant la ligne de sécurité, me rappelant de ne pas exercer trop de pression sur ma jambe gauche. Je me suis retourné et j'ai demandé, comptez-vous vraiment me microgérer pour le reste de ma vie? Il a ri. Je postule pour un poste permanent ici. J'ai répondu, vous êtes en période d'essai. Nous verrons comment vous vous comportez. Nous avons descendu la montagne ensemble juste au moment où le soleil de fin d'après-midi brossait les toits dans la vallée. La boussole en laiton dans ma poche cognait doucement contre ma poitrine à chaque pas. Une aiguille de boussole pointe toujours vers le nord, mais je savais que ma vie n'avait plus besoin d'une seule direction rigide. La seule chose qui importait était que, où que j'aille, je me reconnaîtrais toujours. Après avoir passé tant d'années comme une ombre dans la maison de quelqu'un d'autre, je me tenais enfin sous mon propre ciel, sous ma propre personne.